Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS et on fait la partie de la suite de la première partie de la chute du DCU. Et pour ce faire, je vais la faire comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, on se retrouve pour la suite. Voilà, on a fait l'épisode en 2 parties. Donc voilà, allez écouter la première partie évidemment, avant d'écouter la deuxième. Enfin quoique, on peut écouter la deuxième sans avoir écouté la première, parce que voilà, on suit la liste des films du DCU qui sont sortis. Donc on le rappelle, avant la sortie de Superman de James Gunn qui va lancer le nouvel univers du DCU. Bah là on parle du DCEU, voilà, c'est pas la même chose. Qui a été initié par Zack Snyder. On a parlé de la première partie du coup jusqu'à Shazam. Donc voilà, on a fait toutes les années 2010, donc de Man of Steel, Batman, Superman. On est revenu sur tous les dramas autour de Justice League, de Suicide Squad, et on a fini par Shazam, qui est le dernier succès du DCU au box-office. Et là on va partir dans la deuxième partie, le moment de la longue et très très longue chute du DCU qui malheureusement ne s'en est pas relevé, et voilà, là on est dans la deuxième partie. Zack Snyder est parti, les directionnaires, ça se dit pas, les décisionnaires en tout cas, les producteurs du DCU, donc Walter Hamada, etc., veulent se concentrer sur des projets beaucoup plus singuliers, donc voilà, pas vraiment connectés, voilà, plus se concentrer sur des projets plutôt solo, quoi, à l'image de Joker aussi, qui a beaucoup marché en 2019. Et du coup on a Birds of Prey, voilà, qui a été lancé avec Harley Quinn en tête d'affiche, donc Margot Robbie qui a quand même l'aura et tout le, peut-être la meilleure chose qui est sortie du Suicide Squad de David Ayer, comme on en avait parlé dans l'épisode précédent. On se trouve devant Birds of Prey, voilà, qui sort genre un mois avant le Covid, je crois, qui ferme. C'est ça, en février, il me semble, de 2020, ouais. C'est ça, qui est réalisé par Cathy Yan, donc voilà, qui est une réalisatrice un petit peu indé, enfin, en tout cas, elle a pas fait des choses, il me semble, très, vues ou quoi. Et du coup, on se retrouve sur Birds of Prey, qui est un film qui est beaucoup moins cher, voilà, à l'image de Shazam, etc., parce qu'ils veulent prendre beaucoup moins de risques, pour le coup, parce que Shazam, ça a marché en étant un film moins cher, Joker aussi, et je pense, on en a parlé dans la première partie, mais c'est la conséquence aussi des flops de films qu'il y a eu à 300 millions, etc., la Justice League, Batman versus Superman qui a pas tant rapporté de ça, et voilà, donc on est sur un film solo qui est pas du tout dans un univers partagé, et voilà, de toute façon, tous les films qui suivent, il y a quasiment rien d'un univers partagé, à part des caméos, et on en reparlera et tout, c'est pas la folie. Mais je sais pas si tu te souviens du marketing qui entourait le film, Ista, à la sortie. Il y a pas eu un changement de titre? Je crois qu'il y a eu ça, parce que on parlait de Thunderbolts justement il y a pas longtemps, qui change de titre pour devenir New Avengers, mais il me semble que Birds of Prey c'était ça. Là-bas ça devait juste s'appeler Birds of Prey, il me semble, et c'était du coup le film de Harley Quinn, mais avec d'autres super-héroïnes de l'univers d'ici, de l'univers même de Batman. Et il me semble qu'ils ont rajouté la fabuleuse histoire de Harley Quinn, tu sais, Émancipation, la fabuleuse Émancipation. Voilà, c'est ça, d'Harley Quinn, et le mettre dans un sous-titre, etc., pour rameuter des gens, puisque je crois que parce que ça n'a pas été la folie, la sortie de Birds of Prey, c'est pas, après le film a pas coûté cher du tout, mais le film a pas marché, et puis il y a eu le Covid, du coup son exploitation s'est coupée au premier mois. Moi j'ai surtout l'impression qu'ils savaient pas comment le vendre, le film, Ouais, clairement, je pense aussi qu'ils savaient pas trop comment le vendre, sur le coup. En plus, le film, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu l'ombre du Joker quand même derrière, parce que l'émancipation, c'est par rapport au Joker, sur le coup. Ouais, mais après, on l'a jamais eu, le Joker la relation Joker à Harley Quinn, on l'a jamais vraiment eu, quoi. C'était vraiment esquissé. Oui, mais tu sais, Suicide Squad se finissait avec le Joker de Jared Leto qui la sort de la prison, tu vois. Il y avait un film qui était prévu avec le Joker et Harley Quinn à l'époque, qui n'a jamais vu le jour, et je crois que Birds of Prey c'est à l'initiative de Margot Robbie aussi, je crois qu'elle est productrice avec sa société de production, le Ketchup, etc., parce qu'elle aime beaucoup son personnage d'Harley Quinn, etc., et elle a voulu lancer ce film là, mais c'est vrai que c'est bizarre d'avoir l'émancipation d'Harley Quinn sans avoir eu la relation toxique d'Harley Quinn avant. Oui, c'est ça, c'est très bizarre, il manque un truc, il nous manque un chapitre, ouais, c'est étonnant sur le coup, mais ouais. Et le film est pas très apprécié, voilà, et pourtant nous deux on le déteste pas, nous deux, pour le coup, de Birds of Prey. Non, moi je trouve qu'il y a des idées, je trouve même qu'il y a des persos qui sont plutôt, moi leur version de Black Canary j'aime bien, sur le coup,
Mary-Elizabeth Winstead en Huntress, j'aime plutôt bien aussi. Et je trouve qu'il y avait des scènes sympas, genre dans le commissariat, là, quand elle venait, elle défonçait tout le monde et tout. Il y avait des idées, quoi, un peu visuelles et tout. Et ouais, c'est un film, moi, que je trouve sympathique. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre ou quoi, mais c'est sympathique à regarder, quoi. Ouais, mais après, pour le coup, je trouve que c'est une vraie proposition originale. Je trouve qu'il avait pas la gueule du tout venant super-héroïque. En plus, à ce moment-là, on n'en pouvait plus. Endgame, c'était fini. Enfin, voilà, c'était pas juste une proposition nulle, tu vois, banale. Je trouve qu'il y avait des vraies idées visuelles, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont vraiment essayé d'embrasser la psyché de Harley Quinn. En fait, c'est un peu un film à son image, quoi. Et je trouve que ça pète, c'est coloré, il y a des vrais décors, il y a même une très bonne photographie, etc. Et il y a des séquences qu'on n'avait pas vraiment vues ailleurs d'action dans le commissariat, qui était très rated R avec, Harley Quinn, que tu l'as dit, qui tabasse, quoi. Et il me semble, je sais plus si c'est des rumeurs ou quoi, qu'il y avait des reshoots qui avaient été faits par l'équipe de Chad Stahelski. Donc impossible. Celui qui a réalisé la saga des John Wick, et donc apparemment c'est eux qui auraient peut-être réalisé ces séquences d'action, ça m'étonnerait pas, mais en tout cas c'est des séquences d'action qui sont plutôt bien faites, surtout dans les films de super-héros où il y a pas vraiment des fois souvent c'est assez critiqué que l'action est assez lambda. Bah là quand même je trouve que ça détonnait. Et Harley Quinn, moi je la trouve super, encore une fois, Margot Robbie. Après évidemment le film est pas parfait, tous les persos sont pas à la même enseigne. Le méchant, moi je le déteste pas, il y a des gens qui aimaient pas le méchant Black Mask, etc. Mais en fait le film je trouve qu'il se tient plutôt bien. Moi je trouve que je trouve pas que c'est un film qui est déshonorant du tout, quoi. Après parce qu'il autour des méchants, il y a un truc un peu crypto-gay, enfin même presque assumé sur le coup qui fait peut-être qui dérange peut-être certaines personnes. Ouais, mais par contre après le problème c'est que c'est un film Bird of Prey, mais c'est vrai que c'est quand même Harley Quinn qui prend toute la place dans le film, et en fait la team c'est ça. En plus, il y a Huntress, Black Canary et René Montoya, tu vois. Donc voilà, ça a l'air pas mal sur le papier. Et c'est vrai que en fait, il y a que Harley Quinn, quoi. En vrai. Après, les autres c'est des persos vraiment, vraiment secondaires. Je crois que même Mary-Elizabeth Winstead, je l'aime beaucoup, mais je crois qu'elle arrive très tard. Elle arrive qu'à la fin. Ouais, elle arrive à la fin du film. Et donc voilà, c'est assez compliqué. Mais après, moi, je les trouve. Moi, le film sur Harley Quinn, je trouve vraiment pas mal, en fait. Voilà, je trouve pas déshonorant non plus. Bah, on est assez d'accord sur ce film-là. Ouais, c'est pas déshonorant, quoi. C'est plutôt sympa. Voilà, c'est un film sur Harley Quinn qui est honnête, quoi. Après, malheureusement, le film a flop à cause du Covid, mais aussi, je pense, l'impression que les gens s'en foutent. Enfin, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que mais les gens se désintéressent de cet univers, et on va le voir parce que tous les films, de toute façon, qui vont suivre, sont des flops. Donc tous ceux-là qui arrivent, plus rien n'est vraiment connecté. Bon, et voilà. Et de toute façon, après le film, on va pas se mentir, il y a que Harley Quinn qui est connu. Enfin, je veux dire, le perso d'Harley Quinn, il y a que Margot Robbie qui est une tête d'affiche, mais à part ça, le reste, c'est pas des acteurs ou des actrices hyper bankable, et les personnages sont pas très connus. Black Mask, c'est pas le méchant de Batman le plus connu. Huntress, Black Canary, René Montoya, c'est pas le truc qui ramène des gens, tu vois. Donc bon, c'était une proposition originale à petit budget, mais il aurait fallu que ce soit dans un univers qui fonctionne. Malheureusement, on ne sont pas dans un univers qui fonctionne, tu vois. J'ai mis une proposition comme ça dans un univers où il y a eu 3-4 films avant qu'on cartonnait, bah tu peux dire ok, il faut un plus petit budget, peut-être qu'il rapportera, tu vois, un truc, et ça pourra se nourrir un peu du fait que c'est dans un univers plus connu. Mais bon, là, vu que l'univers se casse la gueule et que les gens s'en foutent, bah c'est compliqué, quoi. Ouais, surtout que le plus gros succès, c'est un film qui ne fait aucun lien avec les autres films de Aquaman, sur le coup, qui est vraiment dans son coin, et voilà, avec des trucs d'eau. Et puis je pense que le Suicide Squad, on va pas se mentir, qui a été un carton, mais je pense que l'aura du film, le fait que le film est mauvais et tout le monde n'ait pas aimé le film, ça a pas aidé non plus à ce film-là, quoi. Ouais, bah clairement, ce que j'allais dire, c'est ça va même se jouer sur l'autre Suicide Squad après aussi, je pense, mais oui, sur le coup, c'est un échec critique quand même sur le coup. Suicide Squad, c'est une réussite commerciale sur le coup de box office, mais oui, ça a une aura de très mauvais film. Tout le monde en parle toujours en mal. C'est réputé comme étant mauvais, et puis voilà, quoi. Par contre, dans Birds of Prey, juste Cassandra Cain, par contre, bon, je suis pas trop d'accord avec ce qu'ils ont fait là, par contre, sur le coup. Ah oui, putain, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, avec la gamine sur le coup, qui est Cassandra Cain, qui n'a strictement rien à voir avec le personnage des comics, qui est Batgirl là, normalement. Ok, et puis après on a eu le Covid. Voilà, je sais pas si tu te souviens, Ista, du Covid. Tu te souviens du Covid? Oui, je crois que tout le monde s'en souvient. Ouais, c'était l'année dernière, hein. Ouais, c'est ça. On est dans un espace-temps où le Covid, il s'est jamais arrêté. On a l'impression, on est toujours dedans. Ça. Mais bon, il y a la pandémie. Bah, évidemment, il y a plus de cinéma, il y a plus rien. Et le prochain film qui doit arriver, c'est Wonder Woman 1984, toujours réalisé par Patty Jenkins, voilà, qui fait la suite. Et, voilà, la pandémie fait que Warner fait, je sais pas si tu te souviens, des décisions très, très discutables vis-à-vis des films qui vont sortir, puisqu'ils choisissent de sortir en même temps les films sur leur plateforme de streaming et en même temps au cinéma, ce qui va évidemment pas être une bonne chose pour le box-office de ces films. Ils ont perdu un réalisateur comme ça, ils ont perdu Christopher Nolan, qui parce que Tenet a été mis en streaming très tôt
dans son exploitation sale, ce qui a fait que Christopher Nolan a dit je ne rebosserai plus avec vous Warner. Il est parti faire Oppenheimer chez Universal, il a gagné un Oscar. Bon, bien joué Warner, hein, les gars, bien joué. Mais en fait, c'est la stratégie que en fait plein de gros groupes avaient, parce qu'il y avait Disney en face aussi qui voulait faire la même chose, Warner et tout. C'était en mode il y a le Covid, ça va nous légitimer le fait de vouloir balancer des trucs sur les plateformes de streaming en fait, et parce que ça serait un peu leur rêve que leur plateforme de streaming soit rentable et qu'en fait ils balancent juste tout sur leur plateforme de streaming et que ça alimente le truc. Bon, ils sont rendus un peu tard compte que c'était pas si rentable que ça, les services de streaming, etc. Et que, c'était la pire stratégie de miser sur le streaming, puisque du coup, leurs films n'ont pas été rentables du tout. Ouais, ça a duré 1 an à peu près. Ah oui, 1 an, mais tu sais, il y a eu des répercussions, parce qu'il y a des films qui ont été lancés dans l'idée de que ce soit des films bien de sûr. plateforme, etc. Mobitel, dont on parlera tout à l'heure. On en reparlera aussi, et un autre film aussi, mais qu'on ne verra jamais. Mais du coup, il y a eu cette idée-là, il y a eu Disney aussi qui l'a fait, Moana 2, ça devait être un film de plateforme. Lilo et Stitch, là, qui va peut-être cartonner au cinéma, ça devait être un film qui était destiné aux plateformes. Donc ils ont fait un revirement. Mais voilà, le film a pas été un succès du coup en salle. Wonder Woman 84, Ista. Tu te souviens du film, tu l'aimes bien? Je le trouve horrible. Que j'ai détesté. Par contre, c'est un film que j'ai vu en version pirate, voilà, je vais le dire, parce que on n'avait pas de cinéma en fait au moment où il est sorti. Sur le coup, parce qu'il est sorti en décembre, il me semble, de l'année 2020, et je crois que les cinémas ils étaient fermés, ou il y avait un couvre-feu ou je sais plus quoi. Et nous, c'est un film qui est sorti directement en DVD en avril, je crois, de l'année d'après. En VOD, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, donc moi je l'ai vu en illégal. Mais en plus nous on n'avait même pas les plateformes en plus non, de DC, on n'avait pas Max. On n'avait pas Max du tout, donc oui, nous on avait aucun moyen de le voir légalement, hein, il me semble. C'est ça exactement. À part en avril quand ils l'ont sorti en DVD, mais sinon rien du tout quoi. Et donc voilà, si on voulait le regarder, c'était sur le coup en piraté quoi. Et voilà, et ça valait le coup de le pirater, ça. Ouais, c'est incroyable. Ouais, écoute, Give Me the Stone, Maxwell Lord, Pedro Pascal qui est insupportable. Sur le coup, la méchante, on dirait une version, Cheetah, ouais, Cheetah. On dirait une version mauvaise de la Catwoman de Burton. Ah, je crois que t'allais dire Cats. Mais non, la Catwoman de Burton, c'est la même chose. Oui, ils ont essayé de faire un peu la même chose, oui, dans la caractérisation du personnage, mais ouais, ça a pas donné la même chose, quoi. Donc voilà, c'est ça. C'est un film, je trouve qu'il y a rien qui va, et puis en plus, elle viole un gars aussi. Ah oui, ça c'est fou aussi. Hein. Ouais, non, mais ce film, c'est... Moi, je me souviens surtout de 2h30, parce que le film dure 2h30, hein, de 2h30 d'ennui, en fait. Je me suis juste fait chier, en fait, devant le film, en fait, complètement, quoi. Je trouve ça nul. Après, le film s'est fait hyper défoncé. C'est peut-être pas le pire film du DCU comme beaucoup de gens ont dit, mais c'est vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment pas bien ce film-là. Parce qu'en fait, déjà le scénario est complètement débile. Enfin, vraiment, et d'une niaiserie aussi. Putain, qu'est-ce que c'est niais comme pas possible pour le coup, quoi. Et c'est effectivement, ils font revenir Chris Pine et on se demandait toujours, mais Chris Pine, il est mort dans le premier film. Comment ils vont le faire revenir? C'est en utilisant un homme qui a absolument rien demandé pour le coup. Et c'était n'importe quoi, ça, à ce niveau de d'écrire ça et tout. Et oui, effectivement, c'est là où on a vu le talent de Gal Gadot. Enfin, on le savait, hein, déjà qu'elle était pas incroyable dans Justice League, etc. Mais là, oui, c'est là qu'il a commencé à voir les mêmes sur la route qui dit Give me the stone, you need to give me the stone, ou je sais pas quoi là. Et oui, ça passait plus. Enfin, la candeur qu'elle avait dans le premier Wonder Woman qui pouvait un peu si au personnage, là ça allait plus du tout, quoi. Pour le coup, ça a vraiment vu, c'est le problème de défaut. Et effectivement, le film est moche, quoi. Enfin, il est horriblement moche. Cette scène d'autoroute là, on en parle, mais elle est vraiment dégueulasse, quoi, cette scène d'autoroute, parce que les effets spéciaux sont pas, enfin voilà, je sais pas si il y a un mélange d'effets spéciaux pas à la hauteur et d'idées nulles. Enfin, je sais pas. C'est Cheetah, enfin, c'est une catastrophe visuelle. Cheetah dans le film, c'est très, oui, c'est 4 level, quoi. c'est très compliqué, quoi, pour le coup. Et effectivement, la caractérisation du personnage, on dirait une parodie. Enfin, c'est pas possible, quoi. Mais en fait, je pense que c'est là aussi on s'est rendu compte de l'imposture peut-être aussi de Patty Jenkins. J'allais dire pour ça le coup, tout à l'heure. Ouais. Qui en fait, quand elle est pas un petit peu dirigée aussi dans ce genre de grosse production, voilà, parce qu'on sait que le premier film a quand même été pas mal produit par Zack Snyder, et le film ressemble quand même beaucoup à un film de Zack Snyder. Là, on parlait de manque de cohérence de l'univers, etc. Le premier Wonder Woman, il a clairement une petite patte un peu Snyder dans le fond, quoi. Si tu vois, on ressent un petit peu le truc là. Il est très assez cohérent là-dessus. Et là, elle est un peu lâchée toute seule, parce que je pense que le succès Wonder Woman lui a ouvert les portes, et puis Zack Snyder est plus là de toute façon, donc voilà, de faire un peu la suite qu'elle voulait. Et ouais, c'est un peu une cata, quoi. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Ouais, mais en plus, pourquoi poser l'action en 1984? On a
comprends pas vraiment pourquoi. Ah bah si, tu sais pourquoi. Parce que les années 80, pour jouer une ambiance un peu nostalgique pour les gens, quoi. C'est la mode lancée, il y avait Stranger Things. Ouais, mais il y avait rien. Mais en plus, je trouve même pas que le film, il arrive vraiment à délivrer ça, en fait. Ah mais c'est qu'un vernis, je trouve aussi. C'est juste pour placer l'action là-bas et pour pouvoir mettre 2-3 néons. C'est ça, et en plus, il me semble que ça fout de la cohérence dans la continuité avec l'histoire de la photo dans BVS, là, Justice League et tout. Oui. Ça, ils ont rafistolé. Parce qu'elle est censée, normalement, elle est censée disparaître, plus personne la connaît, puis elle revient là dans BVS, et puis en fait. Avec une toute nouvelle armure et tout. Là, elle a une armure de fou et tout. Enfin, oui, bah après, à ce moment-là, je pense qu'ils s'en foutaient de la cohérence de l'univers. Malheureusement, je pense que là, ils sont arrivés à un moment où, de toute façon, l'univers, avec Justice League, s'est tellement cassé la gueule qu'ils lui ont donné carte blanche, je pense, pour faire ce qu'elle veut, je pense, de toute façon. Donc voilà. Oui, bah c'est ça, ils ont complètement carte blanche, mais bah ça va pas du tout. Sur le coup, il y a rien de bien, le méchant est pas bien. Enfin, les deux méchants ne sont pas bien. Le personnage n'est pas intéressant. Enfin, sur le coup, ouais, c'est compliqué. C'est quand même pour moi peut-être un des pires films du DCU quand même, hein, sur le coup. Bah après, le truc c'est qu'il y a tellement de concurrence à ce niveau-là que franchement c'est très dur, quoi. En fait, après un certain film, on va avoir une suite de films qui sont assez mauvais, et ce serait peut-être la pire suite de films de super-héros si on avait pas eu le Sonyverse, franchement. Parce que le Sonyverse c'est quand même quelque chose, mais vraiment là c'est très compliqué, quoi. Mais là il s'est passé un truc d'exceptionnel, parce qu'il se passe toujours des trucs exceptionnels dans DC. Des trucs que tu ne pensais pas arriver. Déjà, on arrive jusque là, il s'est passé plein de trucs en termes de production, et là la voix des fans qui se fait entendre depuis genre 3-4 ans sur les internets, release de Snyder Cut, voilà, 2017, des pétitions, ouais. Des pétitions avec des millions de signatures, etc. pour release de Snyder Cut que j'avais signé. Moi je sais plus si je l'ai signé, mais j'étais chaud parce que j'étais en mode le Justice League m'avait tellement t'es déçu, enfin je l'ai trouvé tellement nul que j'étais en mode ouais vas-y, j'aimerais bien qu'il y ait la version Snyder et tout, mais tu sais le temps est passé, quoi, tu vois, 3-4 ans après j'étais en mode bah non, ça arrivera pas, c'est fini, quoi. Et alors là il y a commencé à avoir des petites rumeurs et tout, moi j'y croyais pas, je te jure que j'y croyais vraiment pas, j'étais en mode bah non, enfin c'est fini, ça y arrivera pas et tout ça. Est-ce que tu te souviens le moment où ça a été annoncé, quoi, quand même, que le Snyder Cut allait être fait, quoi. Dinguerie. Bon, après il y a une raison de pourquoi ils vont le faire, c'est pour le catalogue de HBO Max, quoi, sur le coup, parce qu'ils viennent de lancer HBO Max. Bah ils voulaient faire un coup de com', oui c'est ça, oui. Ouais. Un coup de com' en mode on regardait, mais après ils savaient que c'était à perte, mais c'était pour faire un gros coup de com' à l'image de DC et du truc, quoi. Ouais, pour choper des abonnés, quoi. C'est ça, pour faire un gros truc, quoi. Et donc du coup, bah il y a eu Zack Snyder Justice League qui a été annoncé. Donc là, surprise générale, des reshoots massifs pour que Zack Snyder finisse. Et moi j'y croyais toujours pas. J'étais mais non, c'est pas possible. Ils avaient raison depuis le début pour release la Snyder Cut. Ils y croyaient vraiment. Ils ont vraiment eu leur Snyder Cut, quoi. Ce qui est quelque chose qui, mais je crois, n'est jamais arrivé dans l'histoire, hein. Enfin, peut-être c'est arrivé, mais je me souviens pas d'un studio qui a fait machine arrière et dire ok, finalement on vous donne votre Snyder Cut, il donne du budget pour faire des reshoots quand même, pour faire finir le film. C'est un truc de malade, hein. C'est du jamais vu, hein, je pense, dans l'histoire. Parce qu'il y a différentes cuts, tu sais, de Blade Runner, tu vois, mais c'est différent. Oui, mais c'est des remontages, d'ajouter peut-être 2-3 plans ou quoi, tu vois. Oui, c'est pas retourner des scènes. Oui, là c'est ça, c'est retourner des scènes. Et en plus sur un film d'une telle ampleur, quoi. C'est-à-dire un film qui a coûté 250 millions, etc. Qui était un gros bordel. Et le film est arrivé, quoi. Le film est arrivé 4 heures. Zack Snyder disait 4 heures. Hein. D'ailleurs, ça devait être une série à la base, hein. Sur le coup, il voulait le faire en plusieurs... Bah, ça a été fait comme ça, parce qu'en fait, il me semble qu'il est disponible en 2 versions, c'est-à-dire qu'il y a des chapitrages, en fait, toutes les heures, et tu peux le regarder en version épisode, en mode, 4 épisodes d'1 heure, ou de regarder directement le film. Il me semble que c'est un peu comme ça, quoi. Donc voilà, il a pu faire sa version de 4 heures, donc là, il a eu le temps, pour le coup, de faire son film. En 1.33, en format d'image, nouveau format d'image, et il me semble qu'il y a même une version en noir et blanc, voilà, du film, comme ça. Bref, Ista, le film est sort, tu l'as regardé, je pense, comme tout le monde. Qu'est-ce que tu as pensé de... Bon, déjà, je vais dire un truc, j'ai jamais réussi à le regarder en entier en un coup, je l'ai regardé en 2 fois. Ok. Parce qu'il dure 4 heures, hein, donc c'est compliqué quand même, moi, je trouve. Bah écoute, je trouve que la première partie est quand même assez chiante. Quand même, ça met du temps. Ça met du temps. En fait, c'est ce film-là qui va commencer à nous montrer le Snyder qu'on a maintenant avec Rebel Moon, tout ça. Les problèmes, ils commencent là. De ce nouveau Snyder là, qui fait des films de 3-4 heures et bon, qui met énormément de ralenti, tout ça. Après, c'était bien parce que voilà,
on voit enfin Cyborg. Cyborg c'est est vrai. exploité, il est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, les Amazones, etc. Enfin, c'était un peu mieux quand même. C'est largement mieux que le film de Whedon, faut pas déconner, sur le coup. Mais après, moi, j'ai pas spécialement envie de le revoir, tu vois. C'est pas un film que j'adore. Au final, l'histoire est la même, hein. C'est les boîtes, il faut des boîtes pour aller tuer le méchant, là. Enfin, bon, je sais pas comment dire, et puis Flash, bon, bah, en fait, non. Ouais, bah, ça, c'est mort. Non, c'est mort, il y a la scène des saucisses, là, avec les camions, là, mais, sur le coup, ouais, non, mais Flash, je pense que de toute façon, c'est pas un perso pour Snyder, de toute façon, le bouton blanc. Voilà. Donc, c'était un peu plus intéressant, on voyait un peu plus Cavill aussi, sur le coup. Même si, encore une fois, il arrive qu'au bout de 2 heures de film. Donc bon, moi, pour un film Justice League, j'ai toujours un problème avec ça, le fait que, bah, Superman, il est pas vraiment là au début, il arrive à la fin, presque comme un Deus Ex Machina au final, plus qu'autre chose, quoi. Pour aller buter le méchant à la fin. Et par contre, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que le film était beaucoup plus violent que le film de Whedon, sur le coup. Et moi, ça m'avait un peu gêné dans le sens où Wonder Woman qui décapite ce mec à la fin. Ouais, c'est des héros. Mais en même temps, tu sais, elle fait exploser un bâtiment, là, au début, dans une banque. Enfin, je me disais, putain, c'était quand même vachement violent, hein, pour des personnes. Non, elle empêche le bâtiment d'exploser, quand même. Au début. Il y a une bombe avec un, tu te souviens pas, il y a une bombe dans une valise et elle le balance dans le ciel, en fait. Elle empêche que ça explose dans le... Non, je me souviens pas de ça, Non, moi, je suis pratiquement sûr qu'elle fait vibrer ses bracelets et que ça pète tout un truc sur le coup. Ah, ça pète les vitres et tout, oui, peut-être, mais je me souviens. Elle tue les méchants, quoi. C'est ça. Ah oui, elle les tue, tu vois. Ok, oui. C'est pas, elle les arrête, tu vois, alors que normalement, pour moi, les héros, bon, c'est pas censé tuer des gens, tu vois. Même qu'ils soient méchants ou pas, tu vois. C'est censé les amener en prison, tu vois. Sinon, c'est le Punisher, quoi. Et, au final, c'est la version Snyder qui, voilà, il est très sombre, il aime bien un peu la violence et tout. Voilà, c'est une version de DC, moi, que j'ai un peu de mal quand même. Mais le film est largement meilleur que la version de 2016, 2017, je sais plus. 2017, oui, 2017. Ouais, 2017. Et ça valait le coup d'œil quand même. C'était quand même bien qu'ils l'ont fait, je pense, quand même. Ouais, moi je trouve que c'est très intéressant en fait en tant que comparatif, en fait, de voir les deux. C'est vrai que c'est assez fascinant de voir les mêmes scènes réalisées, coupées et réalisées par 2 personnes différentes, parce qu'on voit la Snyder Cut qui retrouve tout son style, en fait, de tout le style Snyder, quoi. Il y a certaines scènes, tu regardes la colorimétrie qui a été, voilà, il y a beaucoup plus de couleurs, mais remis de manière artificiellement par Whedon. Il y a beaucoup plus d'humour dans celui de Whedon je me souviens d'une scène la scène entre Batman et Flash, quand ils se rencontrent pour la première fois, tu regardes le comparatif des deux, c'est abusé, genre le nombre de blagues qui est rajouté dans la version Whedon, ça parle beaucoup plus, quoi, dans celui de Whedon, pour rajouter des trucs et tout artificiellement qui n'ont pas trop de sens, etc. Alors que la version de Snyder, elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus lente, parce qu'elle est plus de ralenti, mais voilà, elle a un rythme beaucoup plus, assez différent, et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir ça, parce que c'est rare de voir 2 visions se confronter, en fait, sur un même film, mais directement, quoi, donc c'est vraiment super. Après, effectivement, le film fait 4 heures, il fait pas 2 heures, heureusement, hein, parce que l'idée de faire un film Justice League 2 heures alors qu'on n'a pas eu d'Aquaman, pas de Flash et tout ça n'a aucun sens. Malheureusement, le film est trop long, je veux dire, c'est abusé, quoi, le film, mais et a une exposition qui est tellement longue parce qu'en fait, il a trop de choses à introduire, et c'était déjà le problème, on disait au début, c'est que le film Justice League arrive trop tôt. Il arrive trop tôt, au moment où il doit introduire beaucoup de personnages, Cyborg, Flash, Aquaman, les nouvelles interactions avec les personnages, tout ça, il doit trop introduire, donc le film est beaucoup trop long, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, il y a trop d'exposition au début, quoi. Maintenant, le film est évidemment mieux que celui de Whedon, la première version, ça, pour moi, ça a aucun doute. Mais après, le film, je trouve que c'est le plus faible de Snyder dans le DCU, quoi. Je préfère largement Batman vs Superman et Man of Steel. Parce que voilà, il met des ralentis à foison, et là c'est vrai que là c'est les ralentis, c'est abusé, quoi, parce que il gardait quelques ralentis dans Batman et Superman, mais je trouve qu'il y en avait beaucoup moins, c'est sûr même, il y en avait beaucoup moins, et là il y en a mis vraiment à toutes les sauces, et voilà, et après le film est pas sauvé pour autant, le méchant, c'est pas parce que tu me fais un redesign que tout d'un coup il est beaucoup mieux, Steppenwolf, non, il est toujours nul, voilà, et oui, les persos sont un peu plus épais, je pense à Cyborg, etc. Mais par exemple, moi, Cyborg, son design, j'ai jamais accroché, par exemple. Flash, il sait toujours pas le gérer. Aquaman, bon, il est peut-être un peu moins chiant dans la version Whedon, mais il est pas il a pas non plus tellement de poids. Donc en fait, au final, il reste quand même pas mal de problèmes à cette version-là de Justice League qui arrivait beaucoup trop tôt. Et voilà, après, je trouve qu'en tant que comparatif, c'est super, en fait, de regarder le film, de voir un peu qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il a rajouté. Et il a rajouté aussi une séquence de cauchemar, voilà, parce que c'est surtout ça qui a servi les reshoots, c'est la séquence de cauchemar entre guillemets, où c'est un futur apparemment plausible où Superman serait devenu méchant et où on a une genre de
résistance avec Batman, Deathstroke, Mera, je crois que ça s'appelle la femme de Mera, Aquaman, et le Joker, etc. de Jared Leto. Joker de Jared Leto. Qui rigole et tout ça. Et c'est une séquence de cauchemar pour, en fait, Snyder, il a dit, je l'ai fait pour montrer un peu ce que ça aurait donné une suite de son univers, tu vois, juste pour donner un petit truc aux fans de 10 minutes pour dire ok, ça aurait pu être donné un truc un peu genre de ce style-là. Maintenant, une fois que t'as vu ça, tu te dis bon, c'est très bien, maintenant ça peut partir, mais malheureusement il y a encore des gens qui disent restore de Snyderverse sûrement à cause aussi de cette séquence-là, quoi. Alors que moi cette séquence je la trouve assez horrible, hein, sur le coup. Ah mais non, mais parce qu'elle arrive à la fin du film, le film est fini et ça rallonge le film comme pas possible. Oui, en pour plus montrer des trucs. Tu sens qu'elle a rien à faire là. Après, je comprends pourquoi elle les fait. En mode, je comprends pour Snyder, il soit en mode pour vous donner un petit peu de ce que ça aurait pu donner, etc. Tu vois, je peux comprendre, mais à l'intérieur du film, effectivement, elle sort de nulle part, la scène, enfin, c'est n'importe quoi. Et puis visuellement, c'est moche. On a un ami en commun qui disait, ouais, ça a été tourné dans le jardin de Snyder. Sur le coup, mais en plus, tu vois la manière dont elle est shootée, c'est là qu'on voit le futur Snyder, c'est que là, il commence. Oui, avec le flou, là. C'est ça, avec le flou et une focale assez, je pense que c'est lui qui a été le directeur de la photo sur ces reshoots, hein. Et voilà, et qui met du flou partout, là, autour des persos, là, et tout ça. On voit pas du tout le décor, là, avec des plans hyper rapprochés sur les visages, etc. Que, moi, j'aime pas trop, là, son esthétique Netflix, là, qu'il a mis. Et ouais, ça présuppose du Snyder qu'on aura après, que nous, on aime pas trop, quoi. Ouais, clairement. Et puis, moi, je me rappelle que Flash, il est ultra moche, tout en numérique et tout. Mais après, Flash, je veux dire, toutes les tenues de Flash, c'est tout été dans cet univers-là. Mais même les designs, franchement, il y a un gros problème de design sur le DCU. Enfin, Cyborg, moi, je le trouve vraiment pas, j'ai pas du tout vraiment le design de Cyborg, quoi. Après, Cyborg, je peux comprendre que c'est compliqué, un homme cyborg, de rendre ça à l'image, mais vraiment, j'aime pas du tout, je le trouve trop fin, bizarre, genre, j'aime pas du tout. Ouais, j'aime pas du tout non plus. Et puis je pense aussi, il avait rajouté qu'il y a un perso qu'on connaît depuis Man of Steel, un militaire qui se transforme et qui en fait est Martian Manhunter depuis le début de l'univers. Oui, bah après, voilà, il veut te montrer que peut-être ça aurait donné ça et tout. Enfin, bon, écoute. Après, c'est bien que pour moi c'était fini, même s'il y a encore des gens qui sont en mode restore de Snyder, oui. etc. Non, mais même lui, il avait sorti tout son plan de ce qui était, enfin, il a raconté le scénario carrément de ce qui était prévu après et tout, parce que c'était pour s'en débarrasser, de toute façon. Et tu te souviens pas qu'il voulait faire que Batman et Lois Lane soient, si, je m'en souviens très bien. Et un enfant ensemble ou un truc comme ça, je crois. Ouais, c'était ça. Ouais, là, je suis pas sûr de l'idée. Je suis vraiment pas sûr de l'idée, Snyder, là, je sais plus quelle autre idée il avait, mais celle-là, c'était un peu waouh. Là, non. Ouais, c'était la plus choquante, je crois. Ouais, c'était un peu bizarre. Enfin bref, voilà, Snyder Cut, nous on n'est pas si fan que ça de la Snyder Cut, pour le coup. Arrêtez de dire restore de Snyderverse, voilà, c'est fini. Et franchement, j'aurais pas voulu que le Snyderverse revienne après tout ce qu'il y a eu, enfin toutes les débauches et tout. Non, c'était pas la bonne chose à faire. Ouais, moi non plus. Bref, les cinémas rouvrent et le prochain film c'est The Suicide Squad, la suite reboot de Suicide Squad, le premier film. Aussi une production assez spécialiste, puisque le réalisateur du film est pas du tout un réalisateur auquel on aurait pu s'attendre à voir chez DC. Eh ben non, parce qu'il s'est fait virer de chez Marvel. Et sur le coup, Warner a dit, hey, attendez, il vient de se faire chez Marvel, bon, on va le prendre, nous, on va voir s'il veut faire un projet. Et voilà, et donc James Gunn, donc qui était les réalisateurs des Gardiens de la Galaxie, et ben se retrouve à réaliser la suite de Suicide Squad chez Warner, quoi. Ouais, il s'était fait virer parce qu'il y avait des groupes d'extrême droite qui avaient ressorti des tweets de blagues très limites qui faisaient à l'époque 2010 ou un truc comme ça. Pour essayer de le faire virer et tout. Donc il s'est fait virer pendant quelques mois. Et du coup, DC, il a dit, mais viens chez nous et tout. En plus, DC à ce moment-là, ils étaient dans la tourmente, hein. De toute façon, donc ils savaient pas quoi faire. Ils lui ont dit, tu fais ce que tu veux. Bon, il a été réengagé quelques mois après pour faire gagner un 3, mais il s'était déjà engagé avec DC. Et à la base, même, il lui avait même proposé Man of Steel 2 à l'époque. C'est marrant de voir ça aujourd'hui parce que du coup, oui, il fait Superman. Il avait dit il fait Superman, mais il avait dit qu'il sentait pas les épaules de le faire, ouais, sur le coup. Mais je me dis, c'est fou quand même, parce que là, il y a un effet papillon de malade. Sur le coup, s'il se fait pas virer de Marvel, tout ce qui arrive là, les années après, et ce qui se passe en ce moment n'arrive pas, quoi. C'est ça qui est assez drôle. Après, je pense qu'il a pas voulu reprendre Man of Steel 2 parce que c'était pas vraiment son univers, tu vois, de reprendre Henry Cavill et tout ça. Là, je pense que sur son Superman, il a pu faire un peu sa version de Superman complètement. Mais lui, il avait un projet on a parlé il y a une semaine, c'est de faire Thunderbolts pour Marvel, donc une équipe de super-héros, de super méchants un peu bras cassés qui va sauver le monde et tout ça. Et du coup, il a recyclé cette idée pour faire de Suicide Squad techniquement. Le film sort
raté d'art. James Gunn a le champ libre pour faire ce qu'il veut complètement sur le film, parce que bah voilà, il a fait les Gardiens c'est un succès, il a lancé un genre de style chez Marvel, etc. Donc il fait un peu ce qu'il veut. Le film est en post-Covid et malheureusement c'est un flop. Malheureusement le film paye, je pense, le fait que l'univers, tout le monde s'en fout un peu maintenant, paye aussi le fait que c'est la suite de Suicide Squad, et du coup voilà, la hype est retombée. Et le film sort, et qu'est-ce que tu as pensé du film à sa sortie? Moi j'ai adoré, sur le coup. James Gunn, c'est encore une réussite sur le coup. Alors on retrouve un peu les ingrédients de ce qu'il avait mis dans les Gardiens de la Galaxie, avec une équipe un peu de losers, et puis c'est des persos un peu déjantés, et t'as forcément un monstre dans le tas, quoi, sur le coup. Voilà, de la King Shark, quoi, à la place de Groot. Et t'as tous les éléments qui sont là, et en fait c'est super, et c'est marrant parce qu'on dirait le film un peu un remake du Suicide Squad de 2016. Voilà, on parlait de Bloodsport, je crois. Mais le film joue beaucoup avec ça, avec le fait que, je sais pas si, je pense que j'ai l'impression que c'est à la fois volontaire ou pas, mais que James Gunn réponde au premier Suicide Squad en disant mais en fait c'est comme ça qu'on fait des vrais anti-héros, quoi. T'as un peu l'impression, quoi. Vers Bloodsport, vraiment le personnage de Bloodsport, c'est vraiment le même quasiment que Deadshot dans le premier film en termes de c'est Idris Elba, et c'est un super bon tireur, et il a une relation avec sa fille, et pas du tout pareil, quoi, le personnage. C'est pas un espèce de héros lisse qu'on essaie de faire passer pour un méchant. Là, c'est vraiment un méchant qui a une relation dysfonctionnelle avec sa fille, etc. Il a vraiment compris comment faire des méchants, des vrais méchants, quoi, dans cette équipe, des vrais connards, avec Peacemaker, évidemment, tu vois. Des vrais persos comme ça, quoi. Même si à la fin, ils deviennent aussi quand même des héros, tu vois. C'est ça aussi le propre de James Gunn, des connards au grand cœur, quoi. C'est au final qu'ils arrivent quand même à nous les faire aimer, quoi. À nous les faire apprécier, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sur le coup, il avait aussi fait un truc génial, c'est Starro. Moi, je trouve que Starro, en fait, il m'a un peu touché, quoi. Sur le coup, c'est un peu triste comme méchant, Starro, alors que c'est une étoile d'émergente, quoi. C'est ça. Après, on sait que James Gunn, il aime bien les bêtes, les kaijus, les petites créatures aussi, tu vois. Et Starro, c'est génial parce que c'est une grosse étoile, mais qui peut être aussi une toute petite étoile qui se colle sur la tête des gens. Donc, je pense que c'est un peu parfait pour lui. Et puis, ça lui donne des images superbes. D'ailleurs, je pense que c'est le film plastiquement le plus beau de James Gunn, je pense. Je pense qu'à la meilleure photo, qu'à des images. Vraiment, il fait des images de fou. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est James Gunn qui fait ce qu'il veut. Genre, parce que, tu sais, dans le MCU, même s'il a fait un peu vers la fin ce qu'il veut, il rejoint quand même un canon, il rejoint quand même quelque chose, une formule qu'il a lancée. Et là, il était en mode, tu fais ce que tu veux avec tes personnages, et je le sens vraiment. Et il a une vraie amour pour cette bestiole à la fin, dans sa manière de la mettre en scène, pour ses personnages. Mais aussi, j'ai aussi l'impression que c'est le film le plus radical de James Gunn, entre guillemets, dans l'univers de super-héros. C'est-à-dire que le mec se permet de te faire une intro de 20 minutes, avec plein de persos, de 15-20 minutes, avec plein de nouveaux persos qui te présentent, etc., pour tous les buter sur une plage au bout de 15-20 minutes, quand même. C'est quand même hyper radical. Tu feras rarement ça dans un film de super-héros, quand même dans des trucs assez calibrés on te présente des persos, 15 minutes après on les tue tous. Tu vois, c'est quand même un truc qu'il peut se permettre, parce qu'il a le champ libre, quoi. Ouais, il avait le champ complètement libre. King Shark aussi, qui fait des morts très violentes, sur le coup. C'est pas un mec en deux, là, on voit la colonne vertébrale et tout. Le rated R aussi, où il peut se lâcher, dedans. Ouais, complètement. C'est vrai. Après, avec Harley Quinn, il a tenté un truc, elle a un peu un arc à côté, sur le coup. Ah oui, avec une romance avec un gars, oui, c'est ça, oui. Mais il y a des scènes super, là, où il y a une espèce de plan séquence où elle se bat il y a des fleurs partout et tout. Là, on rentre encore une fois dans la psyché de Harley Quinn et tout. Oui, ça marche plutôt bien, quoi. Mais je sais pas si j'aime bien cet arc, tu vois, je suis un peu mitigé, je sais pas trop quoi en penser, en fait. Après, c'est là où je dis, c'est la liberté aussi, c'est peut-être le contre-coup, c'est qu'en fait, il se permet des pas de côté, quoi. Des pas de côté énormes, etc. Après, moi, je trouve surtout le film très très drôle, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est le film le plus drôle de James Gunn. Vraiment, John Cena et Idris Elba, les deux, leur confrontation et tout me fait très rire. Il y a Polka Dot Man aussi qui voit sa mère et tout en vision. Il y a plein d'images comme ça qui sont assez drôles. Moi, le moment qui me fait beaucoup rire aussi, c'est le camp de résistants où t'as John Cena et Idris Elba qui veulent se montrer qui est la plus grosse, et ils tuent tout un camp qui croit être leurs ennemis. Au final, ils arrivent à la fin, ils se rendent compte que c'est la résistance qui sont censés potentiellement aider, quoi. Du coup, ils ont tué tout le camp, en fait, et tout. C'est assez marrant. Et puis, c'est John Cena, voilà. Et je pense que James Gunn, il a révélé tout le potentiel comique qu'il avait, ce mec-là, quoi. Ce
qui a donné Messina, la tu veux série Peacemaker après, que moi j'ai pas encore Oui. regardé, mais que toi tu as vu. Oui, qui est super d'ailleurs. Bah, ce qui est la seule série du DCU d'ailleurs, pour le coup. Oui, c'est vrai, donc tu le dis. oui. Mais toi, oui. tu t'avais beaucoup aimé, toi. Oui, le Peacemaker, c'est super, hein, sur le coup. Mais après, le perso a une espèce de rédemption dans la série, sur le coup. Il devient un peu plus gentil, c'est moins le connard de la... Je trouve qu'il est un peu différent, le perso, quand même, sur le coup. Mais ouais, c'est une super série. Bon, il y a quand même, il y a des trucs bien débiles, il y a des trucs gore et tout. Ça marche bien, c'est dans les ADN de James Gunn. Il y a de la musique très rock, un peu... Comment on appelle ça, un peu glam metal des années 80, qui est très sympa. Et voilà, il y a un générique assez culte de Peacemaker, de la série, où il danse là. C'était super. Et en tout cas, James Gunn a vraiment réussi son insertion chez DC avec ces deux projets-là, hein, clairement. Et Peacemaker qui revient pour une saison 2 en août, auquel, au moment où on vous parle, on vient juste d'avoir la bande-annonce, d'ailleurs, c'est très marrant, et qui tease apparemment des trucs pas mal. J'ai pas vu la bande d'annonce, mais j'ai juste vu des images de personnages de l'univers de James Gunn et je me dis oulala. Donc là c'est vraiment un univers partagé là. Par contre là c'est ça y est, on y est vraiment. Et du coup j'ai potentiellement hâte parce que je crois que le trailer fait pas mal parler là sur les réseaux là. J'ai l'impression que ça a pas mal fait parler tous les trucs qu'il y a eu dedans. Bon voilà, The Suicide Squad malheureusement est un flop. Voilà et ben on va voir le film d'après qui fait beaucoup parler, mais avant. On va parler du film qu'on n'aura jamais, finalement, Ista, pour le coup, puisqu'il y a un film, voilà, qui a été greenlighté, qui a été tourné par le duo qui a fait les deux derniers Bad Boys, donc Adil El Arbi et Bilal Fallah, voilà, qui sont fait connus, comme j'ai dit, sur Bad Boys, qui ont tourné le film Bad Girl, qui était le premier film qui était prévu pour HBO Max et dans lequel il y avait Michael Keaton qui reprenait son rôle de Batman, qui avait J.K. Simmons qui reprenait son rôle de Gordon et Batgirl c'est la fille de James Gordon, voilà, du comédien James Gordon, donc Barbara Gordon, qui était jouée par Leslie Grace et Brendan Fraser, voilà, qui faisait son retour avant de vraiment faire son retour en tant que l'épouvantail, voilà. Non, c'est Firefly qui jouait. Ah non oui pardon, c'est Firefly qui jouait, excuse-moi. Et bah voilà, ça devait se passer à Gotham, etc. On sait pas dans quel genre d'univers ça se placerait, parce qu'on a Michael Keaton, etc. Mais en tout cas, c'est un film qui aurait coûté 90 millions, je pense, en tournage, etc. Le film était en post-prod, le film était à 90%, je crois, fini. Et le film a été annulé, Ista. Le film a été annulé, oui, parce que pour des problèmes c'est quand Zaslav, il est arrivé, hein, chez Warner, sur le coup. Parce que lui, c'est pas lui qui a commenté le projet, c'était les décisionnaires d'avant, mais à un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est Warner. Il y a un changement de direction, il y a, comment ça s'appelle? Discovery, qui rachète Warner, sur le coup. Et donc, le boss de Discovery, c'est Zaslav, David Zaslav. Et donc, il devient le boss de Warner, et il décide, d'annuler le projet, Batgirl, pour des histoires de taxes, d'impôts, voilà. En gros, moins t'as de films sur la plateforme, moins tu seras taxé. Enfin bref, c'est très voilà, moi je m'y connais pas parfaitement en taxes, etc. Mais c'est à peu près ça. Et du coup ils ont décidé d'annuler un film qu'ils ont payé de 90 millions quoi pour être fait quoi. C'est ça. Et d'ailleurs qui est pratiquement fini. Et d'ailleurs les deux réalisateurs l'ont appris comme nous. Dans la presse le jour du mariage de l'un des deux, donc super, oui, c'est super sympa. Et je sais pas si tu te souviens, même à l'initiative du projet Batgirl, qui c'est qui devait le réaliser, je sais pas si tu te souviens. Ah ça je sais pas du tout, non. C'était Joss Whedon qui avait été engagé pour réaliser et écrire le film Batgirl. Ah si. Oui, mais c'était il y a longtemps, mais oui. C'est fou cette histoire. Après il y a eu Justice League quoi. Mais oui. Oui, mais c'est complètement fou cette histoire. Bah c'est pas étonnant parce que Joss Whedon il était très réputé comme étant le mec qui écrivait bien les personnages féminins, sur le coup. D'ailleurs, quand tu regardes le premier Avengers, Black Widow, elle est très mise en avant, hein, sur le coup, quand même. C'est elle qui va chercher de l'équipe et tout, sur le coup. Et ça m'étonne pas que, tu sais, que c'est lui qui avait fait Buffy aussi, là, pour le replacer un peu le contexte. Et donc, ouais, ça m'étonne pas qu'ils ont voulu le mettre sur Batgirl, au final, mais bon, il y a eu les problèmes Justice League, et puis après, il y a eu les problèmes dont on a parlé, d'accusation, quoi. Voilà, qui ont fait que, il est un peu cancel, quoi, le mec. Et de toute façon, on reviendra à la fin sur tous les projets annulés qui sont, mais j'ai jamais vu ça hein, de toute ma vie, tous les projets officiels qui ont été annulés, parce que je trouve il y a encore d'autres trucs dans des cartons qu'on saura jamais. Enfin bref, voilà. Et du coup, on ne verra jamais le film Batgirl techniquement, parce que ils ont fait cette stratégie aussi pour le film Coyote versus Acme. Voilà, qui devait sortir et qui a été écrit par James Gunn en plus, mais qui ne verra jamais, enfin qui ne devait pas voir le jour. Il a été revendu, il me semble là, en plus récemment. C'est ça. Il a été revendu, il a été racheté. Donc il va sortir, il a été sauvé quelques années après. Batgirl, je crois qu'il va jamais être sauvé. Malheureusement, je pense que c'est mort. Et d'ailleurs, les deux réalisateurs ont même pas pu avoir des copies de leurs films. Donc ils ont même plus accès à leurs films de quoi que ce soit. Hein, donc c'est assez tragique. Donc je pense que c'est un peu mort. Peut-être dans 20 ans, ils ressortiront le film, il sortira des cartons ou je sais pas quoi. Ça serait drôle. Et là, on a un homme qui arrive et qui dit, on va changer la hiérarchie
de l'univers d'ici. C'est l'homme qu'on appelle Dwayne The Rock Johnson qui débarque pour son film Black Adam Ista. Ah là là, putain, c'est à chaque fois qu'on parle d'un nouveau film, je dis putain, il y a encore ça, c'est vrai, putain, c'est assez fou quoi. Et quand tu crois que tous les problèmes sont finis, il y a encore un autre problème qui se rajoute derrière, c'est complètement fou. Dwayne Johnson qui voulait faire un film Black Adam depuis avant qu'il sorte, genre 15 ans avant 2010, quoi. Un truc comme mais ça. Ouais, un truc de fou quoi. Vieux, Il a toujours voulu faire le film, sauf que Black Adam ce n'est pas un super héros, en fait c'est un super méchant qui est le méchant de Shazam en fait, voilà, du super héros Shazam. Sauf que Dwayne Johnson Shazam, il s'en bat les couilles en fait de Shazam, ça l'intéresse pas. Donc lui il veut pas juste être le méchant de Shazam. Enfin j'imagine pas une seule seconde l'ego de Dwayne Johnson vouloir être juste le méchant de Shazam. Donc du coup il s'est dit il faut que j'ai mon propre film. Et t'as la promo du film est folle quoi. Quand il est là, c'est la promo la plus drôle. Ouais, la hiérarchie fort, de l'univers d'ici va changer. Et quand tu sais ce qui se passe juste après, 2 jours après la sortie du film, c'est hilarant. C'est un truc. C'est vrai. Il avait raison. Oui, mais pas pour ce qu'il croit, parce que Dwayne Johnson, pour les gens qui savent pas, il voulait prendre le contrôle de DC Studio quoi. Il voulait prendre le contrôle du DCU quoi. Et c'est assez marrant parce que c'est le dernier film avant l'annonce de la fin du DCU quoi, qui est sorti, parce que le film va flopper parce qu'il a coûté genre $200 millions, un truc affligeant. C'est là qu'on apprend que James Gunn prend la relève à ce moment-là. Ah bah oui, enfin, c'est quelques jours après la sortie du film, et c'est ça le timing est très important et qui est très très drôle. Le timing est très très drôle, puisque le film sort, et là, Dwayne Johnson qui a fait une promo monstre pendant je sais pas combien de mois, là, il était venu à la Comic-Con habillé en Shazam, Black Adam et tout ça, le film sort, etc. Le film démarre pas si mal, mais pas bien, et ça, au final, on saura que c'est un flop. 3 jours après la sortie, Walter Hamada part. Voilà, le directeur de DC Studios part. James Gunn le remplace et annonce la fin de l'univers du DCU, quoi. Pour repartir sur un autre univers du DCU. Black Adam est un flop. Il reste 4 films qui ont été tournés qui doivent sortir. C'est n'importe quoi à ce moment-là. C'est un bordel. Et tu te rappelles de la promo, qu'est-ce qu'il disait The Rock, il nous spoilait la scène post-crédit avec Henry Cavill. Sur le coup. Pendant 2 semaines avant, il était en train de nous dire, il y a une scène de fin avec Superman. C'était pour que les gens aillent voir le film. Et c'était ça. Ouais, c'est même ça. Il y a des gens qui étaient dans les salles qu'on applaudi le retour d'Henry Cavill, parce que Henry Cavill est revenu parce qu'il avait dit que c'était fini après Justice League pour lui, Superman, et tout le monde croyait que c'était fini. Et il est revenu à la fin pour la scène post-crédit, pour le coup, et même il y avait même des rumeurs à l'époque qui disaient qu'il avait quitté The Witcher pour revenir en tant que Superman. Bon, moi je pense que c'est faux, puisque The Witcher, je crois que ça le saoulait et que il était pas du tout d'accord avec les méthodes créatives, etc. Mais du coup, il est revenu pour rien, pour encore une scène post-crédit qui n'aura pas de payoff. On peut l'ajouter au compteur du nombre de scènes post-génériques qui ne mèneront à rien dans tout l'univers des super-héros. Enfin bref. Mais qui n'a aucun sens aussi dans l'univers, hein, parce que pourquoi il bosse pour Amanda Waller? Ah oui, pourquoi il bosse pour Amanda Waller? Ça n'a pas de sens. Et en plus, les gens qui se réjouissaient du retour d'Henry Cavill qui revient avec la musique de Superman originel, avec le costume qu'on retrouve dans Justice League, mais pas celui de Snyder, hein, pas le costume noir, hein, le costume de Justice League de Whedon. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, du coup, il y a des gens qui étaient contents, mais ça n'a aucun sens d'être content pour ça, parce que du coup, c'est même pas les fans de Snyder, c'est même pas le Superman de Snyder qui revient, quoi, tu vois, en plus. Oui, en plus, non, mais en plus, Cavill disait lui-même que s'il voulait faire revenir en Superman, il voulait revenir en tant que Superman plus optimiste et tout, un peu comme peut-être ce qu'on va avoir avec Coran Sweat, quoi, sur le coup. Et finalement, ça ne mènera à rien, puisque le film est un flop. On était parti voir le film, Ista, je vais me lancer. Le film est pas bien, hein, voilà, c'est pas un bon film. C'est pas le pire non plus, hein, c'est pas le pire film du DCU, mais c'est juste que c'est pas très bien en fait, juste. Mais comme il y a tellement de pire dans le DCU, tu te dis que c'est pas si mal, quoi. C'est ça qui. Tu te rappelles du film ou pas? De quoi, de Black Adam? Ouais. Ah oui, enfin je me souviens d'une vibe, je me souviens de certains trucs, mais en fait le film est très vide, hein. Il se passe pas grand chose, hein. Il y a vraiment. Tu te rappelles qu'il y avait un gosse insupportable, non? Ah oui, je me souviens très bien du gosse insupportable qui fait des blagues et qui se la joue Terminator 2 en fait. Quand ils font la bande de le truand? Ah oui, mais il rejoue la scène de la... Mais c'est n'importe quoi, hein, ce film. Il y a des trucs, mais il y a des trucs, c'est pour faire des moments, des clips pour les mettre sur Twitter, tellement c'est drôle, je trouve. Ouais, c'est ça. Vraiment. Mais en fait, le film se la joue Terminator 2. Tu sais, en fait, où, le gosse, en fait, il joue un peu avec son Terminator, il lui apprend des catchphrases, tu sais, il apprend des catchphrases à Dwayne Johnson, c'est littéralement comme Terminator 2. Sauf que c'est pas Terminator 2, il y a pas James Cameron. Donc, le film qui est, réalisé par Jaume Collet-Serra, je crois qu'il s'appelle comme ça, je sais pas comment dire son prénom. Johan? Non, Jaume, je sais rien. En tout cas, voilà. Et, qui fait un film sur un méchant,
mais en fait qui n'est pas un méchant. Voilà, parce que ça c'est la spécialité aussi du DCU, c'est de prendre des méchants et pas du tout, de te les présenter comme si c'était des méchants, des mecs un peu sombres. Et en fait, au final, le mec libère une ville qui est sous le contrôle d'une dictature. Et en fait, il tue que des méchants. En fait, il te fait c'est pas tellement un méchant quoi. En fait, ton perso quoi, pour le coup. Et en fait, c'est un film à la gloire de Dwayne Johnson où Dwayne Johnson est ultra premier degré. Comme tu n'as jamais vu ça de toute ta vie. C'est-à-dire que il est mais vraiment sérieux quoi. C'est-à-dire, il bouge que les sourcils. Il bouge plus rien, tous ses muscles faciaux ne bougent plus de film. C'est-à-dire, il est sérieux, toujours il fronce les sourcils, il est un peu vénère et tout. Et qu'est-ce qu'il est fort, hein. Faut bien montrer le film qu'il est vraiment cheaté, quoi. Son Black Adam, il défonce tout le monde, c'est un truc assez fou. Après, le film, à regarder, est pas si désagréable que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le film, il y a de l'action tout le temps, mais tout le temps dans le film, c'est abusé quoi. C'est-à-dire que ça s'arrête pas, donc en soi tu peux pas trop te faire chier, ou alors tu te fais chier tout le temps quoi. Mais le film n'a pas d'idée de mise en scène, il essaye de singer les ralentis de Snyder et tout, mais enfin ça fait honte à Snyder, et c'est pour dire hein, parce que les ralentis Snyder ils sont pas tous bien, mais là c'est quand même assez abusé quoi. Et le film, je me souviens surtout, c'est cette ville du Moyen-Orient qui donne vie à une ville qui donne pas vie en fait, qui arrive pas à donner vie à cette ville. Il y a 3 rues, il y a une statue. On serait incapable de cartographier cette ville, on a l'impression qu'il y a rien en fait dedans quoi. Et je me souviens du méchant, mais le méchant qui est d'une laideur aussi, qui est assez confondante dans ce combat final quoi. Dégueulasse. Voilà, et en fait ça, le film donne juste des mèmes avec la tête de Dwayne Johnson quand il vole quoi. En ce moment, ouais. Oui. Et voilà, et c'est assez drôle, mais sinon c'est tout quoi. Il y a pas grand chose quoi. Moi j'ai plein de flashbacks de scènes. À un moment, il bute un mec, on dirait qu'il le bute comme dans Astérix, quoi. Sur le cul, il donne un coup de poing, le mec, il s'envole. Ouais, peut-être, hein. Il y a plein de délires comme ça, et ouais, ça me fait rire, mais enfin, presque pour moi, c'est pas loin du nanar, quoi, hein, sur le coup, il a un potentiel nanar de fou, quoi, ce film. Et tu te souviens aussi de la scène où il détruit les murs et il y a le logo de Flash et de Superman et tout, ce qui va avec son truc entre la hiérarchie de, tu te souviens plus de ça? Je me souviens dans une chambre, dans la chambre du gamin, il détruit tous les murs et il y a les logos des super-héros et tout. Oh là là, n'importe quoi. Please, quoi. Bah, la hiérarchie va changer. Ouais, bon, en tout cas, le film est vraiment pas très bon. Et même, il y a la Secret Society, là, of super-héros, là, où on te met, Dr. Fate. Ça n'a aucun sens que pourquoi elle est là, d'ailleurs. Oui, non, mais ça n'a aucun sens de l'univers. Hawkman et tout ça, mais eux aussi, ils ont pas le temps d'exister, quoi. À part peut-être Dr. Fate, qui est assez sympa, je trouve, mais, sinon, il avait un truc un peu visuel sympa et tout, clairement. Mais il y a le personnage qui est dans Peacemaker, qui est la femme de James Gunn. C'est ça, oui, qu'ils ont rajouté, mais au final, qui ne mènera à rien, hein, tout ça. Mais oui. Non, mais heureusement, le film est un flop. Ce film n'a aucun sens, ce film. Mais complètement. De toute façon, ce film, il a floppé. L'univers est fini. Et de toute façon, heureusement qu'il a floppé parce qu'on ne voulait pas voir ça. Enfin, le film tease à la fin Black Adam contre Superman, etc. Mais tu fais, pourquoi? Mais oui, mais tu sais, genre, ça n'a aucun sens. Et puis le film est d'une bêtise. Enfin, faire un film au Moyen-Orient avec un espèce de mec qui prend le pouvoir par la force, enfin c'est hyper politiquement, déjà c'est hyper bizarre, je trouve, de faire ça. Mais dis, à la fin c'est quoi, il est un dictateur aussi sur le oui, coup, non, mais c'est trop bizarre. C'est politiquement, après je pense que le film dit rien politiquement, il se rend pas compte de ce qu'il fait, mais c'est politiquement, si tu décortiques le film, je pense que c'est très douteux pour le coup, mais voilà, le film a fini, et à partir de là l'univers est officiellement mort. C'est-à-dire qu'on sait que le film du DCU finit, il y a 4 films qui doivent sortir. Et là, alors, ils font un truc que même Marvel n'a pas fait, ils sortent 4 films en un an. C'est-à-dire d'ici, là, ils te sortent les 4 prochains films la même année, quoi. C'est ça qui est assez fou. Et bon, sur les 4 films, on va pas revenir en détail sur tous, hein. Il y en a un, on va surtout bien revenir en détail parce qu'il faut en parler, pour le coup. Est-ce qu'on parlerait pas de Shazam 2, Ista, déjà? Ouais, j'ai juste une anecdote sur Black Adam. Je sais pas si tu te souviens, mais The Rock, il voulait ramener sa tequila dans les avant-premières du film. Oui, parce qu'il faut savoir que les stars américaines, c'est des pubs aussi géantes, et ils développent des business, Ryan Reynolds aussi a fait ça, Dwayne Johnson aussi, il a de la tequila, il a des trucs comme ça qu'il essaye de refoutre partout, en fait, et ils se font un paquet de thunes sur ce genre de truc en plus, hein, d'ailleurs, il faut le savoir, hein, pour le coup. Enfin bref, ça a été refusé, hein. Ça a été refusé, parce que t'as pas le droit d'amener de l'alcool au cinéma, en fait. Oui, mais c'est catastrophique, hein, tout ce qui se tourne autour de ce film-là, quoi. Ouais, non, mais y a rien qui va, la promo, c'est la promo la plus drôle de l'histoire, mais ouais, sur le coup, effectivement, après, on passe à Shazam 2, qui a eu le droit à son panel à la Comic-Con aussi, parce que c'était les 2 films qui avaient été présentés, quand DC était venu à la Comic-Con cette année-là, c'était l'année 2020.
2023, je crois. 2022, je pense. Parce que Shazam, c'est sorti début 2023. Donc, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, mais c'est du coup, oui, Shazam, pas Shazam 2, hein, c'est Shazam la rage des dieux, parce que c'est fini les 1, 2, 3, il y a plus de ça maintenant au cinéma. C'est au cinéma américain, Il devait sortir en même temps qu'Avatar 2 à la base. Ouais, il est sorti juste après. Ils l'ont repoussé. Ils l'ont sorti en février, ils l'ont repoussé en février. Voilà, c'est peut-être mieux pour le film, mais ça l'a pas sauvé non plus, parce que ça a été un flop aussi considérable. Alors que le film coûte genre 120 millions, donc il coûte moins cher que les Black Adam et les trucs comme ça. Shazam 2, c'était nul, c'était complètement nul aussi, c'était un... Oui, rien qui va. Après, c'est juste nul parce que c'est bon, déjà il y a les problèmes qu'on avait déjà dit sur le premier Shazam qui reviennent. Sur le coup, en plus là c'est encore pire parce que l'acteur a grandi. Sur le coup, l'acteur qui joue le jeune Shazam, quoi. Ouais, et puis même Zachary Levi, t'as l'impression qu'ils ont fait encore plus des caisses que dans l'autre, c'est encore plus décomplexé. Après, il y a peut-être un dragon qui est pas trop mal fait. Voilà. Ouais, mais les scènes d'action, je me souviens d'aucune scène d'action du film. Moi, je sais pas si tu sais, mais je me souviens pas qu'il tape ou se tabasse avec un gars. Je me souviens de rien de tout ça, quoi. Pas du tout. De ce que je me souviens, tu sais ce que je me souviens? Je me souviens du corps de Wonder Woman avec la tête du sorcier. Oh putain. Ça aussi, il faut parler du caméo fest de Wonder Woman qui fait des caméos de partout à ce moment-là, et a fait un caméo sur Shazam. Et en fait, c'est censé être satisfaisant de voir le caméo de Gal Gadot, alors que en fait, t'en as rien à foutre. C'est ça qui est hyper drôle, quoi. C'est qu'elle apparaît et tout, en mode petit caméo, ça vous fait plaisir de voir ce caméo-là? Bah non. En fait, ça me fait pas plaisir, je suis désolé, mais je m'en fous, quoi. C'est fou, quoi. Ouais, et puis en plus, ça a commencé, là, on savait que James Gunn, ça y est, il était dessus. Oui, il allait rebooter l'univers, hein. Et donc, tout coup, et Shazam 2, déjà, c'était même pas connecté à l'univers de base, t'as l'impression, donc, de le voir là, tu t'en fous. Et oui, effectivement, comme tu l'as dit, toutes les blagues horribles, mais encore plus, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu le Torcat de chez DC. C'est genre, ça s'arrête jamais de te faire des blagues tout le temps insupportables, quoi. Et le film a même pas... Les Skittles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le film a même pas l'innocence, en fait, du premier, dans le sens où ils font un petit truc, un plus petit film un peu... bon, voilà, que moi, je supporte pas, mais en tout cas, qui a une certaine sorte d'innocence. Là, le film est vraiment cynique comme pas possible, avec des pubs géantes dans la tête à base de Skittles, quoi. Des Skittles, enfin, c'est abusé, quoi. À ce moment-là, je me suis dit, mais ils en ont plus rien à foutre, quoi. Oui, parce que c'est carrément dans l'histoire et tout, ouais, elle utilise des Skittles pour des licornes ou je sais plus quoi, là. Non, mais le placement de produits, ils en ont rien à foutre, quoi. Ah ouais, là, c'était abusé, hein. Ça, c'est plein dans ta gueule, hein, sur le coup. Ouais. Et puis, il y a une scène post-crédit aussi dans ce film qui a l'air de préparer un truc qu'on verra jamais non plus, sur le coup, avec des personnages de Peacemaker. Oui. Mais au final, c'était censé teaser une suite avec Shazam et les persos Peacemaker. Enfin, je sais même plus c'était quoi. Mais James Gunn, il était même pas au courant, il savait même pas ce que c'était. Alors qu'il y a sa femme je suis mort, il y a sa femme dedans. Elle lui a pas dit. Je sais pas, mais en tout cas, ça n'a aucun sens. Et de toute façon, de teaser des trucs alors que l'univers est mort, enfin, juste retirer la scène post-crédit, ça n'a aucun sens, en fait. De faire ça, c'est complètement débile. Enfin, bref, Shazam. Il y avait la deuxième post-crédit. Il y a une deuxième? Oui, avec le Cheney et Mark. Là, c'est devenu vraiment une blague, quoi. C'est là aussi, ça s'arrête pas. C'est qu'en fait, il y a la même scène post-crédit que dans le premier Shazam qui tease un méchant, mais qu'en fait, on ne verra jamais, quoi. Et c'est complètement ridicule. Enfin, bref. Voilà. C'est Shazam 2. Moi, je le trouve vraiment horrible, pour le coup, Shazam 2. Oui. Mais c'est juste que je m'en souviens plus. En plus, avec les méchantes et tout ça. Enfin, bref. Je peux assez parler de ce film, qui est juste inintéressant. Parlons du film. Alors là, faut parler de ça. C'est intéressant. Là, on va dans une autre sphère. Là. De Flash de Andy Muschietti, donc voilà celui qui a réalisé les deux derniers, ça et Mama, là. Alors, par où commencer? Par où commencer sur The Flash? Ah là là, moi Barry Allen, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, dans les comics, faut le savoir. Moi j'aime bien en fait Flash. Je trouve que c'est vraiment, je préfère Batman évidemment parce que je suis fan de Batman, mais lui vraiment dans l'univers d'ici, c'est vraiment un perso que j'affectionne beaucoup. J'aime beaucoup ses pouvoirs, etc. The Flash, c'est un film qu'on attendait beaucoup parce qu'il avait été annoncé en 2016, un truc comme ça, un truc au tout début de Snyderverse, etc. Il est passé par je sais pas combien de galères de production, parce que je crois que c'est presque 10 ans de galères de production, ce film. C'est ça. Ouais, je crois que c'est bien 10 ans. Hein. C'est bien 10 ans, une quarantaine de scénaristes, 10 réalisateurs, un truc comme ça. Un truc de fou comme ça, quoi. Bah ouais, je crois que le nombre de scénaristes est abusé. Il y avait, c'était d'abord Rick Famuyiwa, je crois, qui était Famuyiwa, ouais, qui a fait du Star Wars sur le coup. Ouais. Au bout d'un moment, qui était pressenti pour être réalisateur. Il y a même Lord et Miller, au bout d'un moment, qui était engagé comme scénariste du film. Je sais pas si tu te souviens. Bah malheureusement, ça c'est jamais fait. Il y avait même Robert Zemeckis, Matthew Vaughn et tout qui était cité pour potentiellement réaliser le film. Enfin, c'était vraiment, il y a un nombre de noms qui s'est défilé, qui était n'importe quoi. Et moi, là où j'ai commencé à avoir de l'espoir pour le film, c'est quand les réalisateurs qui ont fait Donjons et Dragons,
était officialisé en tant que réalisateur et scénariste, et ça a bien duré 1 an qu'ils étaient dessus. Ils étaient pour faire Flashpoint à la base. C'était l'idée, c'était de faire Flashpoint. Et moi j'étais chaud de fou, et ils ont quitté évidemment le projet au bout d'un moment. Le projet est devenu en développement de L. Au final, c'est Andy Muschietti qui a repris la patate chaude. Le film aurait coûté plus de 270 millions de dollars. Aurait eu des reshoots mais massifs sur le film, pour le coup, parce que je crois qu'il y a eu je sais pas combien d'endings qui ont été tournés, je sais pas combien de scènes post-crédit qui savaient pas laquelle garder, etc. C'était n'importe quoi. Pour moi, ce film est assez fascinant. C'est-à-dire que c'est un des pires films que j'ai vu ces dernières années tout court, mais aussi au sein du DCU. Mais c'est aussi un film extrêmement fascinant dans la catastrophe industrielle que c'est, quoi. Parce que c'est-à-dire, on en a vu des catastrophes industrielles, des films que t'es en développement L, qui ont donné des monstres de Frankenstein, etc. Mais à ce point-là, je crois que ça, c'est un film qu'on voit, c'est une fois tous les 10 ans qu'on voit ce genre de catastrophe industrielle. C'est pour ça qu'il faut aussi savourer ce truc-là. C'est même un peu plaisant, en fait, de découvrir ça, parce que, mais même jusqu'à la promo du film, ils pouvaient même pas faire la promo du film, parce que Ezra Miller, il était dans des affaires très louches où il a séquestré, je crois, il a enlevé une adolescente, enfin vraiment il a agressé des gens, enfin n'importe quoi, et ils essayaient de sauver les meubles en disant Tom Cruise il a aimé le film. Ça, ils essayaient de... Stephen King avait tweeté oui, mais ils ont été payés, c'est pas possible oui, je pense, pour faire ça ou je sais pas quoi. Et le film sort. Et tu te souviens quand tu es ressorti énervé, il me semble, de ta séance. C'est sorti très très énervé de ce film. Mais est-ce qu'on parle déjà visuellement du film, quand même? J'ai rarement vu ça. Mais oui, le film est dégueulasse, visuellement, les bébés. Et les bébés en CGI qui pleuvent du ciel, oui. Il y en a un qui met dans un micro-ondes, quand même. Putain, oui. C'est assez fou, quoi. C'est vrai. C'est un peu drôle, ça, au final. Oui. Puis il y a le monde où il ralentit, où il va dans le temps, là. Oui, le temps, c'est dégueulasse. Oui. T'as Henri Cavill en 3D dégueulasse et tout, là. Mais c'est fou parce que le film est d'une mocheté. Je pense que j'ai rarement vu un film d'une mocheté pareille. C'est-à-dire, autant dans les idées que dans la réalisation, quoi. Parce que les effets spéciaux du film, mais c'est une catastrophe, vraiment. Dès les bébés en CGI, etc. Le monde de Speed Force, là. C'est ce que tu disais. Oui, ils ont essayé de faire croire que c'était une DA. Ils nous disent c'est une DA et tout. On l'a fait comme ça pour, parce que c'était une idée visuelle ou je sais pas quoi. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, quoi. Vous avez vu comment c'est moche. Mais de toute façon, même sans parler des fixes, mais c'est quoi ce désert de fin, là, de bataille finale? Où c'est? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Franchement, d'une laideur. Franchement, j'ai rarement vu un film aussi laid. En plus, où quand même, il a une ambition, quand même, le film, c'est d'avoir 2 flashs en un, quoi. C'est d'avoir les 2 Barry Allen. Oui. Et qui n'est finalisé à aucun moment. Qui n'est techniquement pas abouti du tout, quoi. À la fin du film, c'est vraiment, mais abusé, quoi. Je trouve. Ouais, c'est vrai, mais je veux dire, à la fin, ça veut faire un espèce d'ersatz de Man of Steel, mais en fait, Man of Steel, c'était joli, quoi. En tout cas, ça avait pas cette gueule-là, quoi. Non, là, c'est abusé. Et sur le coup, c'est vrai que même sur les 2 flashs, le deuxième flash et tout, il y a des problèmes. Il est ultra numérique. C'est pas bien fait. Il y a rien qui est bien fait. C'est l'exemple aussi même que cet univers n'a jamais su gérer Flash. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais su gérer comment représenter sa vitesse au cinéma. On ne sait pas. On a l'impression qu'ils ont aucun point de vue sur les déplacements, en fait, de Flash. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un mec se déplacer normalement. On a l'impression qu'on est à son rythme, mais en même temps qu'il est plus vite que tout le monde. C'est-à-dire que il a une manière de courir, Flash. C'est-à-dire que quand on le voit courir, il est pas spécialement, dans ses mouvements, il est pas spécialement rapide. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on est, avec le personnage, entre guillemets. Mais en même temps, il est dans une espèce de speed force, du coup, on le voit. C'est extrêmement, je sais même pas comment le décrire. C'est-à-dire qu'il est à la fois, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a un entre-deux très bizarre. C'est à la fois, il a pas des mouvements extrêmement rapides, mais en même temps, il est en super vitesse, quoi. C'est-à-dire qu'il fonce. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, Ista, mais je pense que tu vois un peu ce que je veux dire. Je crois que je comprends à peu près. Moi, je me souviens surtout qu'il fait une espèce de marche bizarre, là, où il se dandine un peu, là, sur le coup, même à un moment, il l'a fait au ralenti, donc j'ai l'impression qu'ils sont conscients de ce truc-là, mais je trouve que c'est débile quand même. Non, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le mec est en super vitesse. C'est-à-dire qu'il va hyper vite, c'est ça, mais son corps ne l'est pas. C'est-à-dire que son corps fait des mouvements normaux. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce point de vue-là. Les costumes sont dégueulasses, toujours dégueulasses. Enfin, Ezra Miller, il est insupportable. Enfin, vraiment, il y a rien qui va dans cette caractérisation de ce Flash, quoi. C'est pas possible, quoi. Ah oui, non, mais son Flash, il a jamais été bien fait. Dans aucun film, ils ont réussi à le faire. Hein. Et le plus gros problème, selon moi, parce que là, on a dit des dingueries, mais pour moi, le gros problème, c'est que j'ai jamais vu un film aussi irrespectueux envers DC et son public, quoi. Je n'ai jamais vu ça.
comme tu disais, le film il piétine le cadavre de Man of Steel, ce qui reste de Man of Steel, il l'écrase quoi. Parce que Zod, le rendu de Zod, 10 ans après Man of Steel, je n'ai jamais vu ça. C'est pas possible quoi. Comment un film qui est sorti 10 ans après Man of Steel, avec un budget de 270 millions de dollars, peut être moins bien techniquement que le film Man of Steel il y a 10 ans avant quoi. C'est quand même fou quoi. Ouais, complètement. Puis après, si on parle de irrespect de DC, bah il y a le truc de la Speed Force à la fin où on voit Christopher Reeves, la Supergirl de l'époque de 1980, on voit même George Reeves, l'acteur du premier Superman, je crois qu'il s'est suicidé, il y a des délires comme oui, qui a eu des gros problèmes dans le fait d'incarner Superman, ça lui a fait beaucoup de problèmes. Enfin, mais tout ce fan service là à la Cage, fin. Quoi. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, tout le fan service à la fin, parce qu'ils essaient, c'est un peu le délire, hein, du moment le multivers, ramener des gens, No Way Home l'avait fait, Into the Spider-Verse, tout ça, leur idée, c'est de faire référence et hommage à tout l'univers d'ici. Mais bon, déjà, tu les ramènes dans des VFX complètement dégueulasses. Donc, merci quand même pour le truc, parce que Nicolas Cage est venu, parce qu'il est jamais, il revient pas parce qu'il avait jamais fait. Mais en tout cas, il est venu faire, de la motion capture, etc. Il est venu tourner pour le film. Au final, pour avoir un rendu jeu vidéo ludique t'as l'impression d'une PlayStation 2, voilà comme il est. Mais surtout, la ref à Nicolas Cage n'a aucun sens, puisque Nicolas Cage n'a jamais joué Superman officiellement. Il a fait des tests pour être le Superman de Tim Burton, parce que Tim Burton devait réaliser un Superman, et avec Nicolas Cage dans le rôle principal, film qui ne s'est jamais fait. Donc le film fait référence à un film qui n'existe pas. Donc on est là, hein. C'est-à-dire que le film fait référence à un film qui n'existe pas, en espérant que les gens aient la ref. Mais ça, nous on a la ref parce qu'on s'intéresse au backstage de ce qui s'est passé. Voilà, on a la référence de putain, Nicolas Cage il aurait pu être Superman dans un. Mais le grand public, personne n'a la ref. Je pense qu'un mec qui ne comprend pas, il voit juste arriver Nicolas Cage, quoi. Il comprend pas, je pense. Nicolas Cage en 3D contre une araignée géante, il comprend rien. Ça, c'est clair que. En plus, c'était bizarre déjà l'idée de base de faire Superman contre une araignée géante dans le film de Burton. Donc en plus là, il sait clairement rien comprendre, hein, sur le coup. C'est compliqué. Hein. Ça n'a aucun sens. Et là, comme tu l'as dit, de ramener, et moi ça me met extrêmement mal à l'aise, de ramener. En plus, on ne demande pas l'avis de certains acteurs et de leur famille, des personnages de l'univers, enfin des acteurs de l'univers d'ici. Christopher Reeves, George Reeves, la Supergirl aussi là je sais pas si elle est encore en vie ou pas, mais en tout cas ils ont ramené absolument tout l'univers. Adam West est aussi montré d'aller déterrer le cadavre de certains acteurs pour attirer les fans. Je trouve ça dégueulasse, mais dégoûtant vraiment ce qu'ils ont fait avec ce film-là. Ah oui, c'est respectueux, hein, clairement. Et sur le coup, ça va, ils ont pas mis le Batman de Christian Bale. Ah mais non, mais là Christopher Nolan, et il aurait mis leur veto, là, je pense que là, ça m'aurait tué. Et pour revenir sur l'irrespect même de l'univers DCU, le Batfleck, comme on dit, il ressemble plus à rien. Enfin, j'ai sous son masque, là, on le reconnaît plus. Encore un caméo de Wonder Woman, on n'en peut plus. Arrêtez de la faire venir. La post-crédit avec Aquaman, où t'as envie de mourir, où là où ça t'annonce l'Aquaman 2 qu'on reviendra plus tard, où le personnage, enfin c'est fini quoi, il est vraiment il finit littéralement la tête dans une flaque d'eau parce que tellement il est bourré, et ça annonçait de façon ce que allait être Aquaman 2, et le film se termine, et là faut qu'on en parle. Le film se termine parce que on a dit tout ça, c'est même pas fini quoi. C'est le coup de hache qui finit pour nous abattre. Hein. Le film se termine où Barry Allen revient dans son univers, mais qu'il a un petit peu altéré parce que ça n'a aucun sens. La morale du film, ça n'a aucun sens. Le final, le fait que le mec n'ait rien appris et qu'on continue à altérer. Mais enfin bref, sur Bruce Wayne qui sort d'une voiture, et l'acteur qui sort, ce n'est pas Ben Affleck, c'est George Clooney qui sort. Oui. Oui. Je répète, c'est George Clooney qui sort. Est-ce que c'est pas le plus gros doigt d'honneur ultime de cet univers qui voulait peut-être continuer l'univers avec George Clooney, hein, en idée de Batman, c'est quand même fou. Alors que George Clooney est le pire Batman. Enfin, tout le monde a décrété que c'était le pire Batman, son film était nul, lui-même. Même George Clooney chie sur le Batman et Robin lui-même, quoi. C'est ça qui est fou. Et il a accepté de revenir, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pour combien. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Parce que je pense qu'ils ont dû lui filer un gros chèque, quand même. Mais on se fout de qui? Enfin, vraiment, à ce moment-là, je me dis, là, ils se foutent de leur public à un point qui est quand même assez grave, quoi. Et surtout qu'en plus, on avait vu, comme tu parlais des différentes fins et tout, là, qu'il y avait des autres fins qui avaient été tournées, notamment le perso de Keaton et la Supergirl la Supergirl qu'il y a dans le film. Il y avait des fins où elles étaient en vie, enfin, les personnages là étaient en vie, et allaient dans l'univers avec Flash et tout, sur le coup, où il était, au moment où il est, devant un escalier, là, je crois. Donc, à la base, il y avait peut-être
une fin un peu plus respectueuse qui allait peut-être teaser quelque chose. Mais peut-être ils en étaient en mode tellement, de toute façon maintenant, on en a plus rien à foutre. Mais je pense de toute façon ils en avaient plus rien à foutre à ce niveau-là. Et de toute façon ils ont tourné 5 ou 6 fins, je crois. Il y a plein de fins au film. Donc de toute façon ils ont choisi la pire sûrement, enfin j'espère, parce que je sais pas comment ça peut être pire que ça, enfin c'est un truc de fou. Parce que oui, il y avait Michael Keaton, enfin il y avait plein de reshoots qui ont été faits sur ce film que ça se trouve on verra jamais. Et c'est, enfin bref, c'est toute une catastrophe industrielle. Pour moi là, le DCU il est mort 3 fois avec ce film. C'est fou. Ouais, bah c'est vraiment. Ouais, c'est peut-être ce film-là qu'on peut voir vraiment comme la fin du DCU. C'est bon, c'est fini quoi. Ah mais pour moi, ce film c'est l'emblème même du problème actuel, enfin poussé à l'extrême, hein, du fan service qu'on retrouve à Hollywood, de ce délire un peu multivers, de vouloir attirer les fans. Enfin, tout ce problème-là, il est concentré dans ce film, et t'as cette espèce de monstre de Frankenstein, t'as l'impression, que Hollywood a créé, et tu te dis, mais là, c'est plus possible, quoi. Tu vois, le super-héros fatigue, elle est là, elle est dans ce film. Et moi, ce que j'avais trouvé insupportable, c'était l'humour de Deuxième Flash qui dit que des insultes sur le coup sur le cul, sur le truc. On n'a même pas parlé du contenu du film, mais effectivement, c'est juste des blagues et des trucs que t'en peux plus au bout de 5 minutes, quoi. C'est sûr que c'est insupportable, quoi. Ouais, j'en avais marre, hein. Vraiment, j'ai eu un moment pendant le film où j'ai soupiré, quoi. Je pense que les gens m'ont entendu, j'en peux plus, quoi. J'en pouvais plus. Et ça m'a vraiment, enfin, c'est très rare que ça me fasse ça, en fait. Je crois même que ça me l'a jamais fait. Et là, c'est un film de super-héros. Enfin, moi, j'adore ça. Enfin, je suis un fan de comics et tout. Et là, vraiment, c'est un film qui m'a énervé, sur tous les points. Le Michael Keaton aussi qui dit, oui, je suis Batman et tout. Enfin, on n'en peut plus, quoi. Enfin, y a rien qui va. En plus, son Batman qui meurt comme une merde, la Supergirl aussi qui sert à rien. Enfin, y a rien qui va, hein. Rien qui va dans ce film. Enfin, bon, bref, voilà, The Flash, c'est la catastrophe industrielle qu'on pensait. Alors ensuite, on a eu un film, bon, on va pas s'attarder dessus beaucoup, c'est Blue Beetle, voilà, qui est sorti de Ángel Manuel Soto. Voilà, avec Xolo Maridueña dans le rôle principal. C'était un film qui était destiné à HBO Max, voilà, et puis ils se sont rendus compte que la stratégie HBO Max c'était pas très très bien. Et du coup voilà, ils sont partis pour le sortir au cinéma. Bon, de cette dernière vague, c'est peut-être celui qu'on déteste le moins, toi et moi. Oui, ça se regarde, c'est un divertissement honnête sur le coup. Après, il faut dire, il est sorti pendant les grèves, sur le coup, ce film-là. Donc il n'y a pas eu de promo vraiment autour de ce film. Les acteurs n'ont pas pu faire. Bon, après, de toute façon, le film était destiné à pas marcher, malheureusement. Ouais, de toute façon, on s'en doutait. Ça a été un peu il y a pas d'acteur bankable, c'est pas un personnage qui est très connu, bon voilà quoi. Ouais, mais tu vois, ils ont pas fait une bad girl, les Aslav, il aurait pu dire on fait une bad girl aussi avec celui-là, tu vois. Mais celui-là, ils l'ont lancé, quoi. Et sur le coup, le perso, il va être gardé par James Gunn, sur le coup. Bah, c'est ça qui est assez spécial, c'est que le perso est encore canon, techniquement, il aurait peut-être même une série d'animation, enfin c'est sûr, même il a une série d'animation qui est en préparation, et il pourrait revenir le personnage dans l'univers. Je pense qu'on n'aura pas de film Blue Beetle, je pense que c'est fini, tu vois, c'est le seul et l'unique, mais peut-être qu'il sera dans la Justice League, je sais pas, dans la Teen, ouais. Les Teen Titans, pardon, il y a moyen qu'il soit dans ça. Après, le film est pas, voilà, c'est juste un film un peu lambda de super-héros, il y a rien de fou, voilà, il y a rien de fou. C'est ça. Et il fait très film streaming, je trouve, quand même. Oui, complet. Bah, de toute façon, il était prévu pour HBO Max, voilà. On va pas s'attarder dessus et on va finir directement avec la fin. Aquaman 2, voilà, le clou du spectacle du DCU. Oh là là, et là aussi, il y a eu des gros problèmes de production, mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. De toute façon, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros problème entre Amber Heard et Jason Momoa, apparemment. Il y a eu des gros conflits pendant le film, pendant le tournage du film, et puisqu'il y a eu le procès Amber Heard de Johnny Depp, voilà, il y a eu des gros problèmes. Le film a été charcuté. On l'a su après, mais bon, même pendant le film, ça se voit. C'est-à-dire que Amber Heard, c'est très étrange ce qui se passe avec elle. C'est-à-dire que elle est pas si absente, mais elle est pas présente. C'est-à-dire qu'elle est présente physiquement à l'écran, voilà, parce qu'on savait qu'il voulait la cutter du film, etc. On s'en doutait très fortement. Et ça se sent qu'elle est cuttée parce qu'elle a pas du tout de ligne de dialogue. Mais des fois, elle apparaît à l'écran, elle est juste là, en fait. C'est extrêmement étrange. Hein. Ouais, c'est extrêmement étrange leur choix, il est très bizarre. Elle a pas d'arc narratif ou quoi, elle doit avoir 2-3 dialogues vite fait. Alors que c'était quand même un perso très important dans le premier Aquaman, elle est tout le temps avec lui, je crois, dans le premier. Oui. Et, ouais. Mais là, elle est là en Deus Ex Machina, quoi. Ouais, c'est ça, c'est dès qu'ils sont dans la merde, elle arrive, elle fait une grosse attaque, et puis après ça va mieux. Sur le coup. Bah, c'est vraiment mais ça. Ouais, elle a pas, enfin, je sais pas. Le personnage n'a pas de caractérisation dans le film Aquaman 2, quoi. Bah non, parce qu'au début, elle est pas trop là. Genre, c'est l'autre qui s'occupe et il se fait pisser dessus, là, par son gosse, etc. Ouais, c'était trop bizarre. En plus, on voit plein de scènes où
Il raconte qu'il vit une vie de couple avec son bébé. En fait, on voit que Jason Momoa tout seul avec C'est son ça. bébé. Après, elle se fait attaquer, je crois qu'on la voit plus pendant longtemps. Puis après, on se dit, elle va revenir juste à la fin. Et non, elle revient un peu dans le dernier tiers, mais elle parle pas. Elle est là, elle fait des attaques, et des Deus Ex Machina et tout, mais enfin bref, c'est très étrange. Et le film est charcuté aussi dans tous les compartiments, c'est-à-dire qu'il y avait un caméo, enfin Ben Affleck était censé être dans le film, voilà, il était teasé par Jason Momoa qui avait dit il y avait des reshoots avec Ben Affleck et tout ça. Au final, il n'a jamais été dans le film, mais les événements du film même, on sent que le film est charcuté. Moi, je trouve qu'on sent le film est charcuté, c'est-à-dire que c'est tellement sage par rapport à ce que James Wan propose, par exemple, dans le premier film, c'est tellement pas généreux que t'as l'impression que, enfin, même James Wan l'a dit, au final, il l'a révélé deux semaines, je crois, après la sortie du film, que le film a été charcuté et que le film est pas vraiment le sien, quoi, et ça se sent parce que le film est terriblement lambda par rapport au premier film qui était, quoi qu'on en puisse dire, un gros délire de James Wan de geek, quoi. Ouais, je sais pas s'il y a eu Dommage contrôle. Dommage contrôle, ouais, c'est le nom que je cherchais. Sur le coup, pour ce film, petite peur de... Parce que, je me souviens qu'il y avait des rumeurs qui disaient que les screen tests étaient pas bons du tout. Oui, c'est vrai. Au début. C'est vrai qu'il y avait ces rumeurs-là. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est la fin de l'univers. Les gars, vous avez fait des dingueries avec Flash. Vous avez sorti Blue Beetle. Enfin, je comprends pas, en fait, le délire de vouloir charcuter ce film-là comme si ça allait changer quelque chose, ou pas. Enfin, c'est trop bizarre, en fait, je trouve, de vouloir charcuter ce film-là alors que c'est la fin de ton univers. De toute façon, t'as rien à perdre, en fait. Le film est déjà mort avant la sortie du film, quoi. C'est trop bizarre. Oui, il était déjà mort, là, c'est bon, on savait qu'on allait... Après, peut-être aussi, vu que le Aquaman 1 avait énormément marché, et fait plus le milliard, ils se sont dit, peut-être pour le 2, on va essayer de maintenir un truc pour essayer d'avoir des bons retours. Marchait, le 2, hein. Il a pas marché, mais en tout cas, il a moins floppé. Il fait 500 millions, quoi. Voilà, c'est ça, il a moins floppé que tous les autres, quoi. C'est celui qui se maintient le mieux. Bah, on comprend toujours pas pourquoi, étrangement. Mais voilà, c'est celui qui a le moins floppé de tous les derniers flops du DCU. Mais bon, de toute façon, le film était destiné à pas marcher dans tous les cas, non plus, quoi. Ouais, clairement. Et bon, moi, après, l'humour de ce film. Ah oui. Je n'en peux plus. J'essaie de me voir en Aquaman. Il a reboulé complètement. Bah, quand tu parlais du fait qu'il se fasse pisser dessus par un bébé, bah, voilà, dès le début du film. À un moment, il y avait un truc bizarre, c'est qu'il fait une ref au MCU. Il parle de Loki. Genre, c'était trop chelou. Ah ouais. Mais pourquoi ça pas? Mais oui, tu te souviens plus? Je sais un peu. Oui, il fait une vanne, il dit, ouais, comme Loki et tout. Le mec, il fait une référence à MCU dans le DCU. Enfin, c'était trop bizarre. Et, enfin, de toute façon, ce film, il est, en fait, comme t'as dit, il y a rien, quoi. En fait, il est surtout, l'humour est insupportable et après, le film est très basique, quoi, sur le coup. Et le méchant est décevant aussi. Sur le coup, Black Manta est décevant. Oui, parce que Black Manta, qui a un super costume, là, qui est joué par Yahya Abdul-Mateen 2, en fait, il se fait manipuler tout le film par une espèce d'entité. Et du coup, en fait, le perso devient tout de suite beaucoup plus générique et d'ailleurs, ça aussi, je sens le côté charcuté, c'est que la fin est tout sauf généreuse, quoi. Le combat final, tout ça est vraiment charcuté, c'est fini en un coup et c'est fini. Enfin, il y a rien, quoi. C'est nul, quoi. C'est pas bien. Hein. Et c'est ça. Et en fait, t'as un buddy movie avec Jason Momoa et Patrick Wilson, donc du coup Orm. Et Jason Momoa est insupportable. Patrick Wilson, moi, je l'aime bien. Voilà, en tant qu'acteur, je trouve ça pas mal. Mais enfin voilà, ça sauve pas le film. Le film est nul. Il se passe rien. Et voilà. Et la dernière image du DCU, c'est Patrick Wilson qui mange un cafard dans un burger, quoi. Voilà, c'est la fin du DC. C'est ça, la fin du DC. Universe. Ça commence avec l'explosion de Krypton et ça finit par Patrick Wilson qui mange un burger au cafard. Voilà, incroyable. Tout est relié, voilà. Bah, ça montre juste que voilà, le monde est en paix. On peut manger des burgers au cafard. Je sais pas s'il est en paix, mais il est dans une sacrée merde, quoi, quand même. C'est assez fou. Et voilà, le DCU se finit sur ça. Et avant de parler de James Gunn, est-ce qu'on parlerait pas de tous les projets qui ont été annulés, quoi? Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Ouais, il y en a beaucoup. On a parlé de Batgirl, on avait dit qu'il avait été annulé, enfin qu'il a été tourné mais qu'il n'est jamais sorti. On a parlé de Batman dans la première partie, du fait que ça devait être réalisé par Ben Affleck avec Deathstroke, qui n'a malheureusement ou heureusement, je ne sais pas vu de jour. Man of Steel 2, on en a parlé que ça devait être un projet potentiellement en sortie, ça n'a jamais vu de jour. Harley Quinn versus le Joker, enfin ça avait été annoncé. Putain, mais tous les trucs qui ont été annoncés, c'est un truc de malade, quoi. On avait un projet de film Supergirl. Ça, c'est assez drôle. Oui, bah oui, avec la Supergirl de The Flash. Mais non, mais c'est ça qui est encore plus drôle. Non, il y a un projet Supergirl qui avait été annoncé en août 2018, donc avant que, mais il me semble que ça a été transformé après pour être la Supergirl qu'on voit dans The Flash. Et ça, je suis sûr qu'il y avait potentiellement un projet si le film The Flash marchait, ce qui n'a pas marché du coup. Et ce qui est pas plus mal. On a un film Static Shock. Ouais, ça aurait été bien. Moi, je veux bien, moi, ça. C'est ça, qui était en développement avec Michael B. Jordan en producteur en octobre 2020.
ça n'a jamais vu le jour. Il y a le film, alors ça c'est drôle, Gotham City Sirens. Oui, qui s'est transformé en Bird of Prey. C'est ça, qui devait avoir David Ayer comme réalisateur, sauf que le film s'est transformé du coup en Birds of Prey, ce qui a donné le film Birds of Prey et l'émancipation d'Harley Quinn. On a un film Nightwing qui a été annoncé en février 2017, donc sur le personnage de Dick Grayson, le premier Robin, qui était avec Chris McKay à la réalisation, donc celui qui avait fait Lego Batman. Il n'a jamais vu le jour non plus. Dommage. Dommage aussi, parce que moi j'aime bien Nightwing, mais peut-être qu'on aura un truc... peut-être dans le DC. Après, je dis dommage, mais si là, sous les films, ils sont non, mais... pas connectés, bon, ouais. Je sais pas si on aurait aimé le voir, hein, franchement. Ouais, je sais pas. Un film Cyborg avec Ray Fisher avait été annoncé. Ouais. Ils voulaient pas faire un film Cyborg et The Flash à une époque? Après, tu sais, les transformations et tout ça, je n'ai pas les infos, mais c'est fortement, c'est probable hein, qu'il y avait un truc comme ça à un moment. Mais j'ai un souvenir de ça. En tout cas, Cyborg, il voulait faire un film, ça n'a jamais vu le jour, vu l'échec de Justice League. Il y avait un film Deadshot avec Will Smith, qui avait confirmé qu'il reprendrait son rôle. Au final, ça n'a jamais été fait. Et c'est marrant parce que le film, du coup, il y avait Idris Elba qui avait été annoncé pour remplacer Deadshot. Ce qui donnera après Bloodsport dans De Ceci Soit. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, je suis en train de lire des trucs. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire. Pour le coup. Il y avait un film Deathstroke qui avait été prévu parce qu'il y avait le film Batman qui devait avoir comme ennemi Deathstroke et un film Deathstroke en plus. Avec, tiens-toi bien, Gareth Evans à l'écriture et à la réalisation du film. Oui, je sais, j'en ai entendu parler. Donc le réalisateur de The Raid. Et ça, franchement, j'ai envie de le voir. Ça aurait été énorme. Ouais, ça aurait été vraiment, peut-être que Bane et Deathstroke, il peut peut-être faire le film, hein, c'est encore ouvert hein, s'il a travaillé dessus. Hein. On a le film New Gods qui était prévu avec Ava DuVernay pour réaliser le film. Donc il me semble c'est spécial là, New Gods. C'est ça, c'est les nouveaux dieux, c'est de l'univers d'ici. Hein. Donc je sais pas comment ils auraient adapté ça. C'est un truc de Jack Kirby, je crois. C'est ça. On a eu un spin-off d'Aquaman qui s'appelait The Trench, qui était par rapport à la seule séquence horrifique du film. De Aquaman, donc ça devrait être un film un peu d'horreur sur la tranchée là, The Trench avec James Wan qui a produisé le film. Bon ça, c'est ça, moi j'ai pas compris, je me suis dit pourquoi. Mais parce qu'Aquaman a fait le milliard, donc faut faire des spin-offs, ça n'a aucun sens. Ouais. On a un film sur une version féminine de Plastic Man. Ah bon. Okay. Voilà, qui était prévu. Je sais même pas ce que je peux te dire par là. Une suite à Wonder Woman 84 où Patty Jenkins s'est efforcée de nous faire croire qu'elle était toujours pressentie pour être dans le DCU de James Gunn avec Gal Gadot. Ah oui, elle disait que si elle allait le faire et tout, c'est vrai. Même que ça disait que Patty Jenkins était annoncée pour revenir et que Gal Gadot potentiellement devrait reprendre son rôle et tout ça. Oui, bien sûr, ça ne verra pas le jour. C'est faux. Il y a un spin-off de Wonder Woman qui avait été annoncé centré sur les Amazones de Themyscira qui s'appelait The Amazons. Et c'était Geoff Jones qui devait écrire l'histoire. Et peut-être que ça a été transformé en Paradise Lost, qui est la prochaine série du DCU avec l'univers de Wonder Woman. Peut-être que c'était un truc qui a été transformé. Il y a la suite de Justice League, parce qu'on rappelle que Justice League était pensé en 2 parties à la base, hein, et que James Gunn, que Zack Snyder voulait faire la suite de Justice League. Ça ne verra jamais le jour, on le sait aussi, on ne verra jamais Doomsday. Putain, Darkseid, putain, tous les noms se confondent dans ma tête pour le coup. Il y avait un film Joker avec Jared Leto qui était pensé pour le film. Enfin, c'est la folie. Ouais, je me souviens de ça. Un film Wonder Twins. Oui, qui était pour Max, sur le coup. C'est ça. Qui était un film, non, c'est pour Max, ouais. Un film Justice League Dark qui devait être la version, le penchant un peu magique, en tout cas de l'univers d'ici. C'était Del Toro qui devait le faire celui-là. Et Del Toro était potentiellement en train de développer le projet et je crois qu'il y avait Doug Liman aussi, ici ça confirme, il y a Doug Liman qui avait aussi rejoint le projet. Enfin voilà, ça ne verra jamais le jour. Enfin peut-être que si ils vont le recycler. Il y a le projet Lobo aussi où Guy Ritchie avait rejoint le projet qui est pas considéré comme annulé, il est en statut indéterminé, mais bon. Non, mais c'est bon. De toute façon, Lobo, là, on va l'avoir dans Superior. Ouais, mais peut-être si le film cartonne, peut-être qu'il y aura un projet Lobo et tout ça. Oui, de toute façon, spin-off. C'est ça. Oui, ça c'est possible, mais ça aura rien à voir avec le projet de l'époque, de toute façon. Et le projet dont on n'a jamais vu le jour, qui a été annoncé très tôt et qu'on ne verra jamais, Green Lantern Corps. Voilà. Qui devait être le film sur les Green Lantern, pour le coup, avec David S. Goyer qui devait écrire. Il y avait Christopher McQuarrie qui était attaché au projet. Et finalement non, on aura une série télé sur Green Lantern, voilà, dans le DCU de James Gunn, qui va bien voir le jour parce qu'elle est en tournage actuellement. Mais en gros voilà, c'est tous ceux que on a pu mettre la main sur tous les projets qui ont été annulés, sur lesquels on a pu mettre la main, mais on a sûrement oublié certains. Il y a certains qui ont dû jamais être annoncés. Enfin, le bordel de cet univers qui
on va pas se mentir, nous on était contents à la fin de cet univers qu'elle soit finie parce qu'on s'est dit le bordel est enfin fini quoi, parce que ça méritait de là c'était plus possible quoi de continuer dans cet univers là quoi. Bah oui, mais tu te rends compte quand même qu'on dans un univers, c'est un univers étendu. Enfin, on a eu 4 films Avengers, on va en avoir un 5e l'année prochaine. Et là on arrive, c'est un univers qui a à peu près la même durée que le MCU sur le coup. Et on a eu un film Justice League. Voilà, on a eu que un. Et il est nul. Donc, bon, mais on a quasiment pas eu de crossover en 15 films. Bah c'est ça. 15 bah oui, films. C'est un truc de fou. On a juste 0 crossover. Plus rien n'était connecté après Justice League de toute façon. C'était le bordel. Les films étaient pas bons. Les films ne marchaient pas au box-office. Donc ils avaient même pas cette excuse-là. Donc oui, il était temps que ça se finisse quoi. Il était temps que ça finisse. Bah, et surtout qu'à côté, pendant que tout le DCU se cassait la gueule, Joker ça avait cartonné. 2 Batman étaient sortis. Bah ça avait plutôt marché. Donc en fait les gens se sont dit mais en fait le DCU c'est fini, enfin faut que ça s'arrête quoi. Faut que ça s'arrête. Plus personne n'était intéressé par le DCU de toute façon. C'est ça. Celui qui avait du potentiel de marcher avant la sortie, hein, c'est The Flash. Sur le coup parce qu'il y avait une grosse promo quand même derrière le film et tout. Ouais bah il a floppé hein, c'est quoi, c'est 300 millions au box-office je crois, quelque chose comme ça. Donc, ouais c'est nul hein, c'est complètement nul ouais. C'était leur plus gros film de cette année-là. Et au final c'est Aquaman 2 qui comme d'hab fait plus que les autres, on sait pas trop pourquoi. Mais... Oui, c'est très compliqué quoi et bah voilà, on est content que ce soit fini et qu'on ait James Gunn du coup maintenant qui a repris l'univers. Et ben voilà, on va se poser une petite question de fin quand même. Comment est-ce qu'il peut redresser l'univers, enfin en tout cas apporter quelque chose à ce nouvel univers? Comment il peut est-ce que t'as confiance en lui pour fournir un univers qui est plus cohérent et qui est plus plaisant que l'univers qu'on a eu? Oui, bah parce que déjà on a déjà des petits signes. Bah là tu parlais tout à l'heure du trailer de Peacemaker. Direct, je me dis bah c'est connecté quoi. Sur le coup, on voit les personnages de Guy Gardner et de Hawkgirl dans le trailer de Peacemaker. Je fais voilà, on va avoir un univers étendu, on va retrouver des personnages de programme en programme et moi c'est ce qui me plaît dans les univers partagés de super-héros et même dans les comics et tout, de retrouver un peu des persos que t'as appréciés et tout. Et je trouve que c'est très bien de commencer par Superman. Ce qu'ils avaient fait aussi dans le DCU, sur le coup c'était pas déconnant. Commencer par l'image de DC quoi, le plus grand super-héros de tous les temps, le papa des super-héros, Superman quoi. Et pour introduire un univers, c'est bien, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Après avoir les prochains projets, mais Supergirl aussi, ça me va aussi. Bon, en tout cas, on a hâte de découvrir ça. Après, c'est un peu dommage que James Gunn s'enferme dans le super-héros, mais au final, je trouve que c'est peut-être aussi un bon choix parce que il y avait cette bonne idée de James Gunn et Peter Safran d'avoir un mec qui est du côté créatif et un mec qui est du côté plutôt producteur quoi, d'avoir un peu séparé les deux parce que voilà de vouloir aussi se différencier du MCU où Kevin Feige dirige tout mais il a une vision aussi de producteur quoi de Kevin Feige, c'est un peu ça son truc. Et là je trouve que c'est bien d'avoir séparé les deux, d'avoir un mec parce que James Gunn je pense que c'est quand même beaucoup, ça c'est beaucoup sur les épaules de faire tout un univers juste déjà créativement, mais en plus d'avoir toute la charge de producteur derrière. Je pense que tout seul c'est très compliqué, donc d'avoir un mec quand même Peter Safran derrière, mais quand même d'avoir un mec qui a une vision quand même. James Gunn, voilà, c'est un réalisateur à la base quand même, quoi qu'on en pense, une vision et tout des choses, et qui a cet avantage aussi, peut-être James Gunn, de faire des films à la fois avec des thématiques dures, mais qui sont assez grand public aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à toucher un petit peu tout le monde, mais en même temps de pas s'enfermer dans une certaine lisseur ou quoi, tu vois. C'est ça qui est plutôt pas mal. Il a une personnalité. Avec une âme, quoi. Hein? Je disais, c'est des films avec une âme, quoi. C'est pas des films plats, quoi. C'est ça, ouais. Et il a une personnalité, quoi, James Gunn, et c'était un peu sa volonté, c'est d'avoir des auteurs et d'avoir des personnalités, des réalisateurs qui ont vraiment quelque chose à proposer, voilà, d'avoir une liberté assez créatrice pour les œuvres en tout cas du DCU. Il a cette volonté aussi de pas fermer la porte à des gens qui viendraient avec des projets, des plus petits projets potentiellement pour avoir dans l'univers du DCU, qu'on a vu comme Clayface ou Sergent Rock, mais voilà, on en reparlera. Il communique beaucoup aussi sur Twitter, il est très proche des gens aussi, James Gunn, donc je pense qu'aussi les gens aiment plutôt pas mal ça. Après, faut voir, je pense que le succès de Superman va potentiellement lancer ou voilà, c'est très important que le film fonctionne pour tous les autres projets, parce qu'on voit déjà que Sergent Rock il est un peu repoussé, et moi je pense c'est parce qu'ils savent pas si Superman va marcher, et j'aimerais bien que ça fonctionne pour voir un peu où James Gunn veut nous amener quoi créativement, et que en tout cas les producteurs et les grands ponts de chez DC ne fassent pas la même erreur qu'avec Zack Snyder, c'est-à-dire le brider au bout du deuxième film quoi, enfin de direct démarrer et de brider un peu toute la créativité potentielle quoi. Parce que c'est marrant, parce que le début du DCU c'est un peu la même volonté, c'est de mettre des auteurs sur les films de super-héros et tout. Au début du DC d'univers, mais Zack Snyder c'est quand même plutôt considéré comme un auteur. Mais quoi. On en a parlé dans la première partie, mais sauf que ça dure un film.
Non, mais c'est ça en fait, c'est un peu que ça le à problème. partir de Batman Superman, Suicide Squad s'est fait charcuter, enfin voilà, et après c'est plus, enfin voilà, c'est plus vraiment ça quoi. En fait, ce qui a changé là, c'est que en fait, ils ont créé l'identité DC Studios, comme il y a l'identité Marvel Studios qui existe, qui n'est consacrée qu'à ça, ce qui n'était pas le cas avant. Et sur le coup, là, il y a vraiment un studio, voilà, c'est ça. chapeauté par effectivement. Oui, parce que Zack Snyder n'avait pas du tout le même statut que James Gunn a actuellement, hein, pour le coup. Pas du tout. C'est pour ça qu'il se fait virer d'ailleurs sur le coup. Voilà, là il y a peut-être juste Zaslav qui peut dire un truc parce que c'est Warner donc c'est au-dessus sur le coup. Mais lui en tout cas James Gunn il dit non mais moi j'ai tout le plein pouvoir, je fais ce que je veux etc. Ah oui mais sur tous les projets d'ici d'ailleurs. Tous les projets d'ici il a son mot à dire créativement ou quoi. Donc il a vraiment le contrôle total du truc et c'est pas plus mal qu'il y ait pas un mec plus haut qui soit là. Ouais non ça c'est pas bien alors que enfin c'est pas un créatif de cet univers-là et qui est là que pour la rentabilité potentielle. Mais c'est ce qui était beaucoup reproché d'ici quand les gens demandaient mais pourquoi ça marche chez Marvel ça marche pas chez DC, il y en a ils disaient ils ont pas leur James Gunn, ils ont pas leur Kevin Feige quoi, ils ont pas le mec qui chapeaute tout en fait l'univers, techniquement c'était Zack Snyder sauf qu'il n'avait pas le statut. En fait il avait pas le statut. Si oui, Zack Snyder vraiment avait le statut que a James Gunn maintenant, peut-être qu'il aurait eu plus de contrôle, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Mais en fait, c'était un réalisateur, quoi. En fait, il était considéré comme un réalisateur. Au-dessus de lui, il y avait d'autres gens. Là, James Gunn, avec Peter Safran, voilà, ils forment un duo. Ils ont pas la main mise totale parce que, si ça marche pas, ils vont se faire virer aussi, hein, tu vois, je veux dire. Et voilà. Mais, pour l'instant, en tout cas, créativement, il a créé tout un univers pendant plusieurs années. Là, il a son plan, etc. En tout cas, tout est prêt. Si ça fonctionne, il va pouvoir dérouler, quoi. Il va pouvoir dérouler tranquille. C'est ça. Sur le coup, moi, je suis plutôt positif pour l'avenir. Je pense que Superman, ça va marcher. Hein. Moi aussi. Après, j'ai pas envie que ça se perde aussi parce qu'ils ont annoncé quand même beaucoup de choses. J'ai pas envie que cet univers se perde. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que il va potentiellement laisser la place à des plus petits projets, à des projets qui sont pas forcément des ampleurs, tu sais, de destruction du monde. Tu vois, on peut se concentrer, on peut faire un film d'horreur, un film, je sais pas, d'aventure, un film de casse, j'en sais rien. Tu vois, il y a vraiment, peut avoir plein de différents tons, de différents styles dans cet univers, alors que ouais. C'est vrai que le MCU, c'est ce qui a été beaucoup critiqué et c'est là qu'il peut se différencier. C'est que ouais, sur la forme, en tout cas, ça se ressemble beaucoup les films, quoi. Et là, ils peuvent vraiment avoir chacun leur patte. Enfin, moi, Guillermo del Toro sur un Justice League Dark, ça me ferait rêver, quoi, d'avoir un truc comme ça, quoi. Après, ça se trouve, ça arrivera pas, mais bon. Ouais, c'est vraiment ce côté-là où oui, on dit toujours que sur MCU, il y a une formule et là, il peut sortir de ça et que chaque film soit différent l'un de l'autre parce que justement, il le confie à des auteurs, quoi, comme t'as dit tout à l'heure. Donc, ouais. Moi, je pense que c'est plutôt prometteur, en tout cas, pour l'instant. Là, on a vu, Superman, Peacemaker. Il y a Supergirl qui arrive qui pourrait être pas trop mal, puis, Lanterns. On espère. Les premiers projets donnent plutôt envie, hein. Moi, en tout cas, je suis plutôt chaud, donc, mais j'espère qu'à un moment, il va y avoir Justice League qui arrive. Parce que j'aimerais bien qu'un jour on ait un bon film Justice League, quoi. Ouais, mais après le trauma Justice League de 2016, je sais pas s'il est encore passé. Et surtout, je pense que après on dit ça, mais je pense surtout que on n'y est pas, quoi. Enfin, là, le premier film n'est pas sorti, quoi. C'est-à-dire que là, c'est en mode Superman doit marcher, Superman, après Supergirl et tout ça, et les séries aussi, ça va être un gros enjeu, les séries. Pour le coup, la Lanterns, etc. Je sais pas si Max et tout, ça va rapporter du monde et tout. Enfin, il y a du potentiel, mais on verra comment tout ça va se découpiller, quoi. Mais en tout cas, moi aussi, je suis plutôt positif. James Gunn, j'ai aimé tous ces films de super-héros. Voilà. Après, j'ai juste peur peut-être du surmenage, peut-être parce que sur le fait qu'il est sur tous les projets, c'est quand même un gros truc qui s'éparpille pas trop, tu sais, qu'il arrive comme, enfin, j'espère qu'il arrivera à avoir les épaules pour tenir tout ça. Ouais. Au début, il voulait pas réaliser Superman à cause de ça. Hein, oui, tu vois. Là, il a Superman, il a un autre projet potentiellement qu'il veut réaliser. Là, il doit faire la promo de ça, mais en même temps, il doit gérer tous les projets. Supergirl, il est pas la réal, il est pas, enfin, voilà, mais il a aidé à chapeauter le truc. Donc, c'est quand même, il faut avoir des épaules assez solides pour faire tout ça, et en plus être réalisateur, quoi. Donc, bon. Je sais pas s'il va pouvoir, je pense qu'il faut qu'il délègue aussi un peu pas mal, mais bon, on verra comment tout ça se dégoupille, quoi. Ça va être le cas, mais et après, lui, James Gunn, c'est surtout un scénariste à la base, plus qu'un réal. Et je pense qu'il va écrire. Quand même, je veux dire, plus qu'un réal. Il a commencé sa carrière en tant que, oui, c'est vrai qu'il a fait scénariste, oui, c'est vrai. Aussi. Voilà, avec Scooby-Doo, chez Trauma et tout. En tout cas, je sais que ça m'étonnerait pas qu'il y ait des films qui soient écrits par James Gunn, mais qui ne soient pas réalisés par lui. C'est ça que je veux dire, en fait. Oui, je pense aussi. Mais après, le truc, c'est qu'il va regarder tous les scénarios aussi qui vont lui être parvenus pour les décider et tout ça. Donc c'est du travail. C'est là où ils ont ce qu'ils disent, ils ont l'air d'avoir un procédé différent de Marvel. C'est, il dit, le scénario, c'est quand il est fini, il le bloque, et après il tourne, quoi. Une fois qu'ils considèrent qu'il est bon, ils font le film, quoi.
Bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des projets qui prennent du temps à être greenlightés, etc. Là, on parle aussi de Batman. Bon, apparemment, il aurait des problèmes à écrire de Batman 2, Matt Reeves, etc. Donc, ça aussi, on verra comment ça se dégoupille. Et puis, il y a le Cabri de Bold, qui fait un peu, ouais. On sait pas trop où il va. Ouais. Oui, avec Andy Muschietti et tout. Bon, en tout cas, il y a des interrogations, mais moi, je pense que on aura, d'ici la fin de l'année, de toute façon, si Superman est un carton ou pas, on aura de l'avancement. Très vite, je pense qu'on aura des infos de tout ça, en fait, je pense. Superman et Peacemaker, hein, cette année. Oui, mais je veux dire, l'enjeu est beaucoup plus sur Superman que Peacemaker, je pense. Bien sûr. On va pas se mentir, quoi. On verra s'il annonce des trucs à la Comic-Con, d'ailleurs. Bon, et bah, écoute, Ista, je pense qu'on a fini, on a ce gros sujet, quand même. Un sacré sujet, hein. Sur le coup, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, c'est vrai que c'était un bordel comme pas possible. Mais voilà, on a fini le DCU de Zack Snyder, voilà, de tout ce bordel-là, et on espère que vous avez aimé cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur votre plateforme où vous nous écoutez, ça nous fait toujours plaisir, c'est sympa pour le référencement, à nous suivre un petit peu partout. On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute qu'on a trouvées, donc Spotify, Acast, Apple Podcast, Podcast Addict, Deezer, tout ça, et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. On est disponible partout et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine et la prochaine critique de la semaine qui sera considérée à Disney, puisqu'on va parler de Star Wars, on va parler de Andor, voilà, et de la nouvelle saison qui fait beaucoup parler. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao, ciao.